J'étais étudiante, j'avais jamais travaillé nulle part. Je voulais créer ma société, mais j'étais prise au sérieux par personne. J'avais pas d'expérience, j'avais pas de fonds, j'avais pas d'équipe. Les gens pensaient que je jouais à la marchande. Je vois pas du tout où est le problème à vouloir faire du complément alimentaire contre Nestlé. J'ai besoin d'arriver dans un secteur, de commencer à façonner et là de me prendre les portes. Et il y a beaucoup aussi de gens qui se comparent, qui vont se mettre la pression, qui sont très talentueux, qui ont des projets extraordinaires et qui au bout de quelques semaines, quelques mois, s'ils n'ont pas les résultats, ils vont abandonner. Lié aussi à la pression du regard des autres. Un entrepreneur, il doit agir avant tout. C'est son marché, son seul juge. Cette discussion avec le marché, qui est la seule qui compte, il va falloir commencer à vendre quelque chose pour voir comment ça va être pris. Ce que je remarque dans les boîtes qui cartonnent, c'est la capacité des entrepreneurs qui arrivent à se dire « je me mets une ambition qui me motive pour passer vraiment à l'action ». Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Une fois de plus, je suis bien accompagné, ici cette fois avec mon ami Tanguy Nguyen, cofondateur du groupe Suisse Rock. Comment tu vas? Très bien et toi? Eh ben, en pleine forme, merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Et Fleur Filippo, comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'être avec nous. Je vais rapidement te présenter, comme à chaque fois. Fleur, tu es fondatrice et dirigeante du groupe D-Lab, pionnier en nutri-cosmétique en France, créatrice d'une marque de compléments alimentaires axée sur la santé, la beauté et le bien-être, à la tête d'une usine de 2700 m² également, on en parlera. Tu gères une équipe de plus de 70 collaborateurs et c'est un groupe générant un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros consolidé fin 2024. Tout ça, tu l'as créé de zéro, seul, en bootstrap. Il y a toute une histoire autour de ça, donc plein de questions qu'on va pouvoir te poser. Et j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi tu as choisi de lancer une marque de nutri-cosmétique en 2009, un secteur qui était encore méconnu en France? Il y a la raison secteur, parce que c'est un secteur qui m'attire et que j'ai toujours aimé. Moi, j'ai grandi dans le Médispa des Célestins à Vichy, qui appartenait à ma famille jusqu'à assez récemment, avec l'idée que santé, beauté et bien-être étaient vraiment connectés via la nutrition. En fait, depuis les années 70, le slogan de l'eau de Vichy-Célestin, c'est la beauté qui vient de l'intérieur. Et donc, moi, ado, à chaque fois que j'avais un bouton, mes parents me disaient, en tout cas ma mère, mais au lieu de mettre de la crème, bois de la Vichy. Il y avait toujours cette idée que, en fait, le vrai impact au niveau de la qualité de la peau et donc au niveau de la beauté au sens large, venait de l'intérieur et que finalement, si on n'avait pas rétabli l'hydratation, l'équilibre acido-basique, le microbiote de l'intérieur, eh bien, on ne pourrait pas vraiment avoir des résultats long terme, accéder à la beauté naturelle. Donc il y avait cette idée qui était très ancrée en moi, que eh bien, tout se passait de l'intérieur et le secteur de la beauté m'intéressant un peu comme une petite fille, entre guillemets. J'avais avancé, j'étais partie faire un stage en année de césure chez L'Oréal. Mais il y avait quelque chose où je me disais, voilà, L'Oréal, il ne s'approprie pas vraiment l'histoire du complément alimentaire. C'est très segmenté, un peu mis de côté. Limite, ça faisait peur, notamment à l'époque, avec Ineov. De l'autre côté, on voyait dans les chaînes de parfumerie, notamment chez Sephora, dans la beauté, il y avait toujours parfum, make-up. Super, mais en fait, c'est cacher son corps, cacher sa peau, cacher sa beauté. Donc, il y avait quelque chose vraiment au niveau des fondamentaux qui m'ennuyait un peu sur le marché et que je voulais aller gratter, aller chercher, où je me disais, en fait, eh bien, ce secteur, il va forcément grandir, il va forcément être important. Les gens vont se rendre compte que eh bien, le premier geste à effectuer dans le secteur de la beauté, c'est par l'intérieur la nutri-cosmétique. Ce qui m'intéressait, parce que moi, j'avais pas mal voyagé. En Asie, on voit, il y avait déjà, il y a 15 ans, des petits shots de collagène dans la rue, dans différents pays. Donc, il y avait aussi toute cette idée de cosméto-food qui était un peu différente à l'époque, où on pouvait, via son alimentation, aller avoir un impact sur la peau. Il y avait beaucoup de choses qui commençaient à être mises à disposition. Et des géants de la beauté mondiaux qui s'en emparaient pas du tout et qui justement fermaient beaucoup les portes. Donc je pense qu'un peu la deuxième raison qui est assez liée à moi-même et à mon parcours, c'est que ce secteur, je le voyais, je le ressentais, il y avait vraiment une connexion extrêmement forte, il faisait vraiment partie même de mon histoire. Et je me disais, il va y avoir quelque chose à faire. Et je me souviens, j'étais encore à l'école et je me disais, il faut que je commence vite, il faut que je commence tout de suite, il faut que ce secteur, je commence à m'en emparer, parce que quand j'aurai 50 ans, c'était mon cap dans ma tête,
étudiante, il faut que je sois quelque part pour m'éclater. Parce que si jamais je commence tout de suite, quand j'aurai 50 ans, je pourrais avoir des unités de R&D, je pourrais avoir une marque mondiale, je pourrais avoir les moyens de vraiment créer des produits, une histoire, façonner quelque chose dans ce secteur et le faire moi-même énormément évoluer. Donc l'idée, elle a toujours été là et c'est toujours la même aujourd'hui. Donc c'était un secteur qui voilà, était tout à fait lié à mon parcours et mon histoire et ma personne. Qu'est-ce qui fait que justement, très jeune, tu as cette vision et tu te dis à 50 ans, je veux pouvoir faire ci, faire ça, avoir de l'impact. Déjà une grande vision. C'est pas anodin justement d'avoir cette vision assez jeune. Je pourrais post-rationaliser. Je sais pas. J'ai toujours eu envie de maîtriser, de fabriquer, d'avoir de la liberté. En fait, là où je m'amuse énormément, c'est dans la création. J'aime créer des choses nouvelles, j'aime les créer. En fait, ce qui fait que je m'épanouis, c'est de le créer d'une manière où je comprends, où je conçois. Donc, en fait, je pense que je ne peux pas dire je suis entrepreneur parce que je refuse la hiérarchie ou je veux faire absolument mon histoire, etc. Je pense que c'est vraiment... D'abord, je veux faire quelque chose que je comprends et je veux en comprendre toutes les étapes. Et puis, ce métier, c'est trouver être celui qui convenait à la réalisation de mes projets, de ce que je souhaitais faire. Mais je crois toujours voulu faire ça. J'avais fait un test de graphologie quand j'étais au collège. Ça, c'est ma mère, elle m'a tout fait faire. Et c'était marrant parce qu'au bout de toute une journée, à écrire des trucs, il y avait tout un tas de tests différents. Je crois que ce qu'on m'avait conseillé, c'est d'être soit assistante sociale, soit chef d'entreprise. Voilà, il n'y avait que 2 métiers qui étaient ressortis. Voilà, il y avait toujours eu cette idée que je voulais créer quelque chose. Quand j'étais plus jeune, je pensais plutôt à du commerce. Je voulais être fleuriste ou pharmacienne. C'est cette idée voilà, d'être dans un espace. Il y a aussi le sens du service. Moi, j'aime avoir un client. J'adore avoir un client. Un client, c'est très concret. J'ai un client, j'ai un produit, mais peu importe le produit que j'ai à la base, parce que je sais que je veux comprendre ce que veut mon client. Et derrière, c'est facile de lui faire un produit qui correspond à ses attentes. C'était vraiment le démarrage, et ça correspond avec toute la première partie de mon parcours aussi. Vraiment faire correspondre mon produit à une clientèle trouvée. Et quand on arrive à ce que le client sorte son portefeuille, parce que c'est pareil, quelqu'un à qui on présente son projet, à qui on propose quelque chose, c'est facile qu'il dise « Ah, c'est génial, etc. » Mais avant que la personne ne sorte son portefeuille et nous donne de l'argent, il s'est passé autre chose qui est à la fois dans le fait de convaincre, de créer l'envie, de créer le besoin, d'affiner. Et ça, c'est quelque chose peut-être aussi d'une personnalité commerciale, ou je ne sais pas exactement comment on peut le définir. Mais en tout cas, c'est un défi aussi, un défi relationnel qui peut se faire vraiment dans le respect et bien au-delà. Donc tu as une zone de génie qui est vraiment orientée en fait vers l'humain, la partie empathie, compréhension du besoin du client. Exactement. C'est vraiment ton orientation. Oui. Ok, super. Et au niveau justement, je trouve assez fascinant de rentrer dans une industrie qui est tellement compétitive, déjà avec, il y a déjà des acteurs dans la nutrition, des pharma, etc. Énormément de personnes de compétiteurs qui sont des géants qui rentrent dans cette industrie. Moi, ça me ferait peur de démarrer justement en bootstrap de scratch là-dedans. Alors que voilà, j'ai vu que tu as mis en place, que tu es certifié B Corp, que tu as des processus ISO. Je ne suis pas certifiée B Corp. Ah non? Ah ok. Excuse-moi. D'accord, pardon, j'ai cru parce que Non, ouais, on a différents types de chemins là-dessus, mais on n'a pas la certif. Ok, et en cours? J'ai arrêté le chemin pour me concentrer justement sur la croissance, etc. Parce que je devais choisir pour les équipes. On en reparlera peut-être, mais il faut choisir ses projets, ses combats. Et voilà, l'esprit reste très aligné. En revanche, au niveau de tout ce qui est démarche à faire porter aux équipes, c'était un peu lourd dans nos périodes de croissance. C'est pas prioritaire pour le moment. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce qui a permis de vraiment passer cette barrière à l'entrée qui est quand même assez lourde en termes de commerce, de distribution, etc.
Et puis, quelle est la différence que tu as pu apporter pour pouvoir justement t'ouvrir ce marché? Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris énormément de temps. Je pense que j'avais besoin de comprendre de quoi il s'agissait parce que je suis quelqu'un qui n'a pas peur. En fait, j'ai pas la peur dans ma personnalité et dans mon esprit. Je n'ai absolument pas peur et du coup, je vois pas où les gens ont peur. Donc, je vois absolument pas où est le problème et je vois pas du tout où est le problème à vouloir faire du complément alimentaire contre Nestlé. Enfin, je vois vraiment pas. Tant que j'ai pas compris. Et je comprends en général en me lançant et il faut vraiment que je sache sur le terrain. Parce qu'en fait, quand on échange avec les gens, c'est pas très factuel en général. Même au moment où je voulais créer une usine, c'était vraiment ah, attention, l'industrie c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Enfin, expliquez-moi parce que je veux comprendre. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas créer un bâtiment, mettre une machine, amener des matières premières d'un côté, vouloir sortir des produits de l'autre? Je vois pas tellement. Donc en fait, c'est cette idée de j'ai besoin d'arriver dans un secteur, de commencer à façonner et là de me prendre les portes. Tant que je ne me suis pas pris les portes, je ne vois pas où est-ce qu'elles se ferment potentiellement. Donc ce chemin, il a été assez long, en tout cas de mon côté, puisque je suis partie en bootstrap à une époque où en fait je ne savais pas tellement comment faire autrement. Moi j'avais mon objectif, j'avais pas grand-chose au milieu, je voulais comprendre. Donc, je suis allée voir en fin d'école, j'ai terminé HEC, je crois la dernière semaine. Je suis allée voir le Crédit Lyonnais. C'était où? C'était pas Jouan-Josas, je ne sais plus où était l'agence. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais décaisser mon prêt étudiant. Non, d'ailleurs, la vraie histoire, c'est pas ça. Je suis allée les voir en fin d'études et je leur ai demandé de l'argent pour mon projet. Et c'est eux qui m'ont dit, alors pour le projet, il n'y a vraiment rien. En revanche, vous pouvez décaisser votre prêt étudiant. Et je tiens à repréciser ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé a posteriori vraiment pas cool, et que je voudrais vraiment mettre la lumière là-dessus pour proposer aux personnes qui hésitent à se lancer de ne jamais faire ça. C'est-à-dire que de partir avec un prêt étudiant pour créer un business, c'est quand même un délire. C'est-à-dire que derrière, il faut le rembourser, ce prêt étudiant. Et si le business ne marche pas, en fait, c'est très compliqué de commencer une carrière avec un prêt qui a été perdu, avec du temps qui a été perdu, avec cette logique aussi où c'est difficile, mais c'est possible. Mais je pense qu'au niveau état d'esprit, en fait, ça donne une hargne, mais qui dans mon cas, m'a fait avancer sur le chemin, mais ne m'a pas porté avec beaucoup d'optimisme. Et je pense qu'à un moment, ça m'a freinée aussi, parce que ça a été trop dur. Ça a été trop dur de commencer avec son prêt étudiant. Donc, j'avais 2 fois 25 000 €. Je suis partie avec 50 000 € en poche. Et là, il fallait que je fasse tout. C'était suffisamment pour que je puisse commencer. C'était pas assez pour que je puisse m'entourer, me structurer et créer une entreprise, en fait. Donc, j'ai été une sorte de solopreneur hybride qui n'était pas vraiment pris au sérieux, mais qui était en train d'avancer et qui n'était pas payé, puisque moi, j'ai commencé directement après mes études. Je n'avais même pas la Sécu et je n'avais pas de chômage. Donc, j'ai commencé à tout faire et j'ai tout fait moi-même. Et c'était une époque où il y avait le début des blogs, des réseaux, d'Internet en mode communautaire. Il y avait plein d'opportunités à saisir. Il y avait... Voilà, c'est une époque où il y avait pas mal de petites graines à poser et de façon avancée. Mais pour revenir là-dessus, je pense que de ne pas être payé et d'être endetté pendant 3 ans, pour moi, ça a été un petit peu long. Et du coup, pour en revenir un peu à ta question, comment j'ai fait? J'ai bien galéré. J'ai bien galéré pendant un moment avant d'avoir un embryon de société, de marque qui pouvait justement rencontrer son marché. Donc cette période-là, elle a été un peu plus compliquée que prévu, puisque je suis passée directement par le fait de me lancer avec un objectif, c'était de ne pas baisser les bras. Il fallait que je trouve un moyen de le faire marcher. Et c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que si tu n'avais pas eu justement ce prêt étudiant, comment est-ce que tu aurais fait? Tu aurais fait sans prêt et démarré
sans ces 50 000 euros? Ou comment est-ce que tu aurais fait comme alternative? Ma vie aurait été différente, Oui. je pense. Parce que je pense que du coup, je me serais tournée vers des modes de financement, ne serait-ce que pour payer tes premiers produits et la première prod. Mhm. En fait, j'avais besoin d'argent absolument, puisque moi, j'avais un stock à avoir en produits. Il me fallait un stock. Donc, il fallait que je finance ce stock. Et une Et- dette est une dette. Donc, est-ce que l'intérêt du prêt étudiant serait plus élevé qu'un crédit corporate? Le prêt étudiant, il était lourd parce qu'il n'y avait pas d'échec. Moi, je ne pouvais pas le rembourser moi. En fait, si j'avais eu un partenaire qui aurait mis de l'argent, je pense qu'il y aurait une histoire différente parce que ça a été très long à démarrer. Mhm. Combien de temps? 3 ans, tu disais? 3 ans. Exactement, 2009-2012. 2012, s'est passé quelque chose qui a fait que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je gagne de l'argent. C'est quoi cette chose? J'étais dimanche soir devant ma télé avec mes pantoufles, puisque je ne dépensais rien, puisque je vivais avec genre 20 € par jour, max, tout compris. Et je regarde M6 Capital sur les vendeurs à domicile de sextoys. Et là, je vois les vendeurs à domicile de sextoys qui se régalent, et qui disent « mon produit, il est génial, il est très facile, les gens sont très intéressés ». Le secteur de l'érotisme, du jeu et de la sexualité attire beaucoup. On a de fortes marges, on a de la demande, on n'a pas beaucoup d'explications à donner. Là, je fais « oui, je veux ça ». Je veux ça parce que moi, j'étais en galère de devoir expliquer. Il n'y avait même pas le mot nutri-cosmétique quand on s'est lancé en 2009. En fait, moi, j'ai ramé parce que j'ai pris avec mon prêt étudiant, j'ai pris à bras-le-corps un secteur qui n'était même pas en frontal direct pharma. C'était complètement à côté parce que le complément alimentaire existait, le médicament aussi, la nutri-cosmétique. Il fallait tous les jours que j'explique que ce n'était pas un médicament. Donc, je suis arrivée un peu en amont et là, je vois ces personnes qui expliquent face caméra que leur vie est merveilleuse parce que les gens posent très peu de questions à leurs produits et qu'ils sont dans le jeu, l'éveil. Et là, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je sais faire du complément alimentaire. Aujourd'hui, je sais le vendre à n'importe qui. Et je vais créer une marque de compléments alimentaires érotiques pour l'éveil à la sexualité et la santé du couple. Donc, c'est là où, on en parlait un petit peu, la marque de Claude Aphrodisiaque est née en 2012. Et en une semaine, j'ai recréé une marque. Je codais les sites moi-même à l'époque. Donc, j'ai fait un petit site, on a fait graphisme, etc. Et sur mes réseaux existants, j'ai pu aller chercher le créneau de l'aphrodisiaque 100% bio, 100% végétal, qui allait pouvoir proposer une alternative au Cialis, Viagra et tout ce qui était sur le marché, notamment sex shop, avec quelque chose de bio, avec une grande mouvance du marché du bio de l'époque. En 4 mois, je me suis payée. Enfin, c'est ça. À un moment, je me suis dit, OK, Delab, de toute façon, c'est ma boîte, c'est mon histoire, c'est mon projet, c'est celui que je vois, que je veux, que je vais contribuer à façonner. Il va falloir juste que je me paye, juste qu'on arrête de risquer, juste qu'on puisse aller de l'avant. Donc, on va utiliser ce qu'on sait faire pour gagner de l'argent maintenant. Et grâce à Claude, l'idée, c'était de pouvoir avoir aussi des discours bienveillants sur un marché qui était en plein éveil, qui est compliqué. Hein. Le marché de la sexualité, il est un peu... En fait, il est toujours balbutiant. On a toujours l'impression que ça y est, les mentalités s'ouvrent. Et en fait, c'est toujours au niveau des balbutiements et c'est toujours un petit peu compliqué de parler sexualité. Du coup, c'est un secteur qui n'a pas été porteur pour nous versus le marché un peu santé-beauté, prévention santé, bien-être, digestion, etc., qui sont des marchés beaucoup plus forts, qui en plus sont plus liés à mon histoire. Mais Claude, et je l'en remercie, voilà, pour moi, mes marques, c'est des personnes. Enfin, Claude, merci. Merci parce que grâce à ça, en fait, l'aventure a pu continuer et moi, j'ai pu me payer. C'était pas mal. En fait, la leçon que je retiens qui est très intéressante, parce que je suis à peu près du même avis que toi, hein, sur la partie quand on démarre, je ne suis pas pour contracter une dette dès le début, parce qu'en fait, si ta mentalité au début est de avoir du cash, en fait, tu aurais démarré peut-être plus rapidement avec un Claude, avec ta vache à lait, qui t'aurait permis de financer ton étoile, qui est justement Delab.
Ouais. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas une question de taux d'intérêt, ni de porter une dette, mais c'est une question de mentalité. C'est une question, exactement. Ouais. C'est dans quel, voilà, dans quel état d'esprit ça pousse. Mhm. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, donc, pendant 3 ans, tu galères, entre guillemets, Ouais. Pas entre guillemets. complètement. Voilà. Là, tu as ce déclic en Ouais. regardant cette émission 2012 sur M6. En 7 jours seulement, donc, tu penses le produit, fais de la R&D, détermine le produit, crée le site, crée le marketing, crée la marque, et tu déploies, tu diffuses sur tes différents réseaux, et tu vois que tu as ton product market fit, et ensuite, pendant 4 mois, tu le développes à fond. Au bout de 4 mois, tu peux déjà te payer, et ça décolle. Oui. OK. Et ensuite de ça, pendant 5 années consécutives, vous allez avoir 50% de croissance en moyenne par an, sans lever de fonds, qui plus est. Est-ce que c'est toujours grâce à ce produit, grâce à cette percée sur ce marché, ou est-ce qu'il y a d'autres choses justement qui sont mises en place? Si oui, lesquelles? On a eu une croissance très linéaire. Après, 50% de croissance, en vrai, c'est pas impressionnant quand tu pars d'un tout petit chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est aussi une question d'état d'esprit. En fait, tous les ans, on allait jusqu'au bout de l'argent qu'on pouvait avoir bloqué par le stock. En fait, donc je suis toujours actionnaire unique. J'ai jamais sorti de dividende. Et du coup, notre croissance, maintenant on a de la dette, etc., mais a été pendant très longtemps poussée par la trésorerie qu'on pouvait allouer au financement du stock. Et le dimensionnement du stock portait notre croissance. Et c'est comme ça qu'on a avancé en mode risque zéro. Ce pourquoi c'est tellement important cette histoire de prêt étudiant, qui m'a poussée en fait à faire 10 ans de développement en risque zéro. Je n'ai pas engagé dans la société d'autre argent que celle qu'elle avait dégagée elle-même. Ce qui a fait que ça a été long. Et donc, effectivement, cette croissance de 50% par an, elle a été très linéaire. Ce que j'ai mis en place, c'est pas grand-chose, c'est en mode survie, en mode avoir un peu plus de clients chaque année, renouveler les clients qui passaient à autre chose, toujours essayer d'aller chercher un plus gros marché. Mais je ne pouvais pas faire beaucoup mieux parce qu'en fait, c'est encore une problématique qui est extrêmement forte aujourd'hui, même si on veut grandir, il faut qu'on serve les clients avec des produits. Donc aujourd'hui, j'ai des clients énormes qui arrivent, qui font un test et du coup qui me disent « Ok, je prends 5 000 de ça, 5 000 de ça, 5 000 de ça. Bon, on a 80 refs. Donc moi, pouvoir là débloquer dans 2 semaines 5 000 unités d'une référence, ça ne se fait pas comme ça. Parce que si je la leur donne, je ne la donne pas pour les clients qui en auront besoin pendant le laps de temps. Il me faut 4 mois de production à peu près. Et donc, je vais me retrouver en rupture. Et en fait, on a eu aussi beaucoup d'histoires de gestion de la rupture. Comment est-ce qu'on peut justement fluidifier la croissance? Les clients arrivent les uns après les autres parce qu'on les sert les uns après les autres. Et donc, c'est une croissance qui est très linéaire au final, liée au business model. C'est intéressant ce que tu évoques parce que finalement, ta problématique liée à la croissance, ce n'est pas l'acquisition ou la conversion, mais c'est vraiment la gestion du stock et la capacité d'absorption. Souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est l'inverse. Dans les boîtes, tu te dis comment je vais faire pour acquérir de nouveaux clients, convertir. Et là, c'est l'absorption. C'est du coup pour ça ensuite que tu as créé cette usine et que tu as voulu justement mieux gérer cette partie-là, ou ça n'a rien à voir? Ça fait partie des raisons. Ok. Ça fait partie des raisons parce que j'ai très envie qu'on arrive même sur un nouveau mode de prévision, supply, mettre du lean management là-dedans. Et parce que, bon, on n'y est pas encore, mais parce que je voyais bien qu'en passant par des sous-traitants, même si je devenais un gros client et plus important, il y avait une zone d'ombre quand on passe par un façonnier, qui est que si le moment où il doit livrer le produit nous dit en fait il n'est pas prêt, en fait on ne peut rien faire. Et on est complètement dans le flou. Et moi, je ne peux pas avoir des gros clients, je ne peux pas miser, en fait, je ne peux pas emprunter pour faire une énorme campagne de com, etc., si je ne suis pas assurée d'avoir mes produits, si je ne suis pas assurée qu'ils vont pouvoir faire un retour en stock en temps de temps, etc. C'est là où moi, j'ai toujours été un petit peu dans la théorie de la passoire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est-à-dire que tant que j'ai des trous, je n'investis pas. Je vais d'abord essayer de colmater l'ensemble des trous de mon tunnel. Et en fait, moi, je n'ai jamais été dans la logique de faire une campagne de pub télé, une grande campagne d'acquisition, de trafic, d'influence, de dépenses, si jamais je n'étais pas certaine de pouvoir rentabiliser. Alors du coup, j'ai perdu des opportunités, notamment avant 2020,
où l'acquisition de trafic était facile, entre guillemets. Cet âge d'or-là, moi, je l'ai loupé avec cette philosophie. Mais bon, ça, c'est autre chose. En revanche, vraiment avoir un impact et une connaissance, une transparence, c'était aussi bien comprendre. En fait, pour moi, c'est important de savoir est-ce que le produit va arriver tout de suite ou après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Quand on travaille avec un façonnier, c'est beaucoup plus compliqué. Alors après, j'aurais pu faire des partenariats capitalistiques, voire signer différentes conventions. Il y a d'autres manières que de construire véritablement une usine. L'usine, c'était mon rêve. Enfin, l'usine, c'était un projet plaisir pour moi. C'était véritablement un projet immense. Moi qui suis très concrète comme personne, se dire, voilà, en fait, j'ai créé des produits, une marque. L'étape d'après, c'est de vendre de la pub. En fait, en tant que personne et individu et professionnel, je ne pouvais pas m'épanouir en me disant, waouh, bientôt, je vais acheter de la pub. C'est un peu... voilà, ça ne correspondait pas à ma vision de ce que j'avais envie de créer et de mettre en place et de pouvoir donner à la fois à la marque, aux équipes, et puis de la pub sur de la pub, notamment en complément alimentaire. Ça marche difficilement parce que le complément versus la cosmétique est très lié à ses ingrédients. Puisque en tant que produit alimentaire, nous, on doit expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Et donc, on a notre liste qui a peu de modes opératoires supplémentaires où on présente des ingrédients avec des dosages et où on peut aller un peu plus loin dans les explications de concentration de molécules actives. Donc, en fait, on est dans une grande transparence par rapport à ça. Si je veux justement dépenser des millions pour grandir, faire une énorme campagne, moi, j'ai un problème de logistique, j'ai aussi un problème d'exclusivité de mes ingrédients. C'est-à-dire que même les labos pharmaceutiques, tant qu'ils ne sont pas allés sur la création d'un ingrédient, ils vont souvent un petit peu associer 2-3 ingrédients entre eux. Et là, ils disent que c'est merveilleux, ils en font limite un petit dépôt de noms, etc. Et ils font des études sur une association d'ingrédients. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de dire, voilà, ma vie professionnelle a été de mettre 3 ingrédients ensemble, de les tester, de dire que j'avais fait une vraie innovation. Ce n'est pas extrêmement innovant. Donc, tant qu'on est les mêmes acteurs qui vont s'adresser aux mêmes consommateurs, à utiliser les mêmes ingrédients avec très peu de transformation, je trouve qu'il y a un peu un problème là-dessus. Donc, la logique a toujours été d'avoir aussi une expérience extrêmement singulière, avec une philosophie unique, une expertise unique qui se ressente dès la base du produit, de façon à pouvoir ensuite aller jusqu'au bout de la vision qui ne m'a jamais quittée, c'est de faire une marque mondiale. Donc voilà, si vraiment on veut pouvoir arriver dans différents pays, expliciter qu'on a une différence et qu'on vaut le coup et que c'est sur nous qu'il faut parier, etc., je pense qu'il faut qu'il y ait tout un tas de fondamentaux. Et cette singularité m'a toujours beaucoup aimée, enfin beaucoup plu. Donc il y avait l'idée de la chaîne qui toujours allait aller sur une singularité totale. Et l'usine, c'était le projet qu'on aurait pu faire après. On aurait pu commencer par les ingrédients et faire l'usine de transformation après. Mais je pense que c'était vraiment un projet de cœur. Tu disais que c'était un rêve, tu te voyais, tu te visualisais marcher dans cette usine ou construire cette usine. Oui. Cette usine, j'ai toujours beaucoup aimé les usines, mais je pense qu'en vrai, tout le monde aime les usines. Parce que je ne vois pas qui peut ne pas aimer une usine. Une usine, quand on arrive, quand on voit ces machines, des personnes qui fabriquent, quand on voit des produits qui sortent, on ne peut pas ne pas aimer les usines, je pense, très sincèrement. Donc ma logique aussi avec l'usine, c'est de la faire visiter à un maximum de personnes. Nous, on invite les enfants. C'est une usine qui est extrêmement ouverte aux enfants, aux jeunes, aux étudiants, etc. Je pense que l'usine est juste méconnue. Ça s'ouvre. Et les caméras qui rentrent de plus en plus dans les usines, je pense que c'est très important. Parce que même quand on est un enfant, un jeune, parfois un consommateur, on se dit que tous les produits sortent du même type d'usine. Déjà, je pense. Une usine, c'est un peu une boîte noire
qui n'est pas apprécié pour sa singularité. Je pense que beaucoup, on se dit, voilà, le produit qui est sur les étagères, il est très différenciant, et puis ils viennent tous d'usines à peu près identiques, etc. Les usines, elles sont toutes différentes. Les usines, elles participent à l'histoire des produits, et moi, effectivement, j'ai toujours aimé me promener dans des usines, j'ai toujours eu envie d'avoir une usine qui me ressemble et sur laquelle je puisse faire déjà une belle usine, dans laquelle on se sente bien. Une usine, moi, cette usine, je l'ai faite comme ma maison. Enfin, en vrai, c'est plus beau que chez moi. Cette usine, c'est aussi quelque chose que j'ai pu créer. C'est un projet qui m'était très personnel, puisque j'en avais envie en tant qu'industrie, j'en avais envie pour le groupe et pour les marques, etc. J'en avais envie pour qu'on puisse acquérir aussi une sorte d'innovation, de légitimité, de place dans notre secteur. Mais j'avais très, très envie, moi, de me sentir dans cette ambiance. Et effectivement, comme tu relèves, c'est un rêve. C'est un endroit qui a été très émotionnel, c'est-à-dire que moi, j'ai réalisé, je pense, toutes les étapes de conception. C'est moi qui ai assuré la maîtrise d'ouvrage, donc j'étais toutes les semaines sur le chantier, etc. Et être sur ce chantier, ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Enfin, de marcher, effectivement. Moi, je voyais tout. Je voyais toute cette usine et il y avait des cailloux, du béton, etc. Et je me disais, waouh! Et ça m'a donné, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, des émotions superbes, immenses, que, voilà, je pense que c'est le projet de ma vie, même si c'était une brique. C'est un projet qui m'a énormément plu et apporté. Donc, c'est quelque chose que tu ressens également sur les chantiers? En fait, je me retrouve beaucoup en fait, dans ce que tu dis, parce que je trouve que en dehors que ce soit vraiment un projet passion, quelque chose que tu rêvais, cette usine, c'est une vision long-termiste qui propulse la vision de l'entreprise à un autre niveau. Et les équipes qui t'accompagnent et qui voient cette vision et qui la partagent avec toi et qui voient que tu as une vision qui est très long-termiste sur quelque chose qui est vraiment qualitatif, avec une vraie expertise, une connaissance, je dirais, dans le détail du produit que tu vends, je trouve que ça fait toute la différence, surtout dans un marché justement qui est comme celui-ci, où là, il est tellement grand, tellement dispatché, on peut faire produire ça dans plein d'usines partout dans le monde. Mais si c'est ton usine que tu maîtrises, que tu as construite, et tu sais exactement quel ingrédient il y a dedans, en fait, je trouve que ça fait toute la différence en termes de branding et puis de vision et d'innovation pour l'avenir. Et de culture. Et de culture, voilà. C'est ce que moi, avec mes associés, on a essayé de faire à Swiss Rock également, faire je dirais un one-stop shop avec un service 360 de l'immobilier où on maîtrise les différents maillons de la chaîne de valeur dans un projet immobilier. C'est-à-dire on achète un terrain puis justement on construit jusqu'au bout. Chez nous, ça engage les équipes beaucoup plus, ils adhèrent à une vision et c'est très risqué parce que tu le sais, à chaque fois, c'est un autre métier. La logistique, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait les 9 années précédentes et c'est fascinant. Et moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Cette vision ambitieuse, en fait, elle me motive beaucoup. Je pense que c'est le cœur de ce que devrait être un entrepreneur. Suivre sa vision, avoir une ambition qui est hyper long-termiste. Et bravo, en tout cas, de t'être lancé et puis d'avoir fait cette usine et puis d'avoir eu un succès à la faire. Et en espérant que ce n'est pas la dernière et puis d'aller encore plus loin. Et puis... on fait l'extension, là. Vu l'ambition, je pense que c'est la première d'une série d'extensions, etc. C'est ce que j'avais dit pour l'inauguration aux constructeurs. Je me souviens, je leur avais dit, bon, ça a été galère, parce que moi, mais je leur avais dit, mais vous inquiétez pas, les prochaines, ce sera plus facile. Mais parce qu'en plus, moi, je débarque dans le secteur de la construction. Les mecs, les pauvres, ils n'étaient pas du tout prêts. Enfin, je voulais tout comprendre, je voulais savoir exactement où passait chaque tuyau, où est-ce qu'il arrivait. J'ai épluché le contrat, j'ai tout épluché. Je venais vérifier les matériaux et là, le béton, il est un peu ci, et truc. Et comment on va faire pour la charpente. Je les ai
J'aurais pris beaucoup de temps. Mhm. Mais moi, je me suis régalée. Et puis apprendre, voilà, t'en parlais, Tanguy, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un luxe d'entrepreneur, je trouve, de pouvoir sans cesse se remettre sur des nouveaux projets. Mhm. Je trouve qu'on n'est pas du tout riche de ce qu'on sait, on est riche de tout ce qu'on peut apprendre. Mhm. Donc, c'est un projet merveilleux de carrière de se dire, bah là, je vais pouvoir apprendre à construire un projet industriel et derrière en faire d'autres, etc. Donc, Et en step d'apprentissage, je trouve que c'est hyper intéressant parce que on pense qu'on va résoudre un problème, par exemple de stock, en construisant une usine, mais après on voit que synchroniser le commerce et la production après de stock derrière, c'est une autre problématique. Et là, tu parles bah voilà, de gestion là, on est lean, dedans, etc. hein, on est etc. dedans. Et je sais exactement de quoi ce que tu es en train de vivre. Et Ouais. puis, je trouve ça assez passionnant parce que, en fait, ton niveau en termes d'entrepreneur, il passe à Oui. un autre niveau. Ouais. Faire face à de nouveaux challenges, nouveaux problèmes, encore que parfois on n'avait même pas anticipé, et puis du coup qui évoluent en même temps que l'entreprise, quoi. Il y a un autre sujet qu'on a tous en commun aussi, c'est qu'on n'a pas forcément levé des fonds pour se lancer, on a bootstrap chacun. C'est quoi votre point de vue justement, les avantages et inconvénients de grandir, en tout cas de se lancer sans lever de fonds extérieurs au départ? Je pense que j'en ai un petit peu parlé, c'est très lent, sans levée de fonds extérieurs, en tout cas, de ce que moi je vois du bootstrap. J'ai adoré parce que, j'avais pas de pression extérieure. J'ai adoré avoir un seul juge qui était mon marché. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est pour moi l'essence du bootstrap. C'est-à-dire que personne n'est là pour, tous les mois te dire: «Je vais t'aider, pas de problème». Enfin, pardon, mais, enfin, voilà, c'est un peu ma vision, ou en tout cas ce dont j'avais peur, que quelqu'un vienne me dire: «Voilà, je suis ton mentor, investisseur, je suis là pour, parce que je te veux du bien». Et qu'en fait, sous couvert d'aider, on nous fasse rentrer dans des chemins qui sont déjà un peu tracés, qui correspondent pas forcément suffisamment et que, on nous pousse directement à avoir, des chiffres qui sont bons tout de suite ou qui sont, déjà attendus, et que l'objectif, ce soit d'atteindre ce que, quelqu'un a déjà prédéterminé. Donc, moi, j'avais vraiment envie du bootstrap de façon à se dire, l'objectif, c'est un objectif d'action, c'est-à-dire un objectif de rencontrer un marché, vendre un nombre de produits, être quelque part à un moment. Et ça, c'est une vraie liberté que ça donne en termes de chemin. En fait, c'est des chemins très différents. Au début, pendant cette phase des 10 premières années, quand j'expliquais que je n'avais pas levé de fonds, j'avais assez souvent une réaction que je trouvais un peu bizarre, où les gens disaient « Ah, tu veux pas partager ?» Et en fait, je voyais pas du tout pourquoi les gens me disaient ça, parce que ça n'a rien à voir avec ne pas vouloir partager. Le bootstrap, moi, je l'ai pas vécu comme un choix, il s'est imposé à moi parce que de toute façon, j'étais pas prête. J'étais pas prête en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, pour ajouter à justement ma fiche de compétences les mécaniques financières, ajouter à ma fiche de poste énormément de négociations, de finances, etc. J'étais vraiment quelqu'un résolument tourné vers l'action et je devais déjà apprendre à vendre des produits, à les fabriquer, à les vendre et à gérer une équipe. Donc moi, tout mon temps, il a été véritablement concentré là-dessus. Donc le bootstrap, ça a été merveilleux parce que j'ai pu passer beaucoup de temps avec les équipes. J'ai à la fois, j'ai fait tous les métiers dans la société et du coup, j'ai pu accompagner, former les personnes à les faire. Et donc, on a eu une connexion équipe qui était extrêmement forte. J'avais pas mes dossiers de finance à côté. En revanche, voilà, pour les points négatifs, comme tu les demandais aussi, c'est long d'avancer. On est sur une croissance qui est assez aveugle dans les perspectives chiffrées. Et ça, c'est en tout cas peut-être le piège dans lequel on est tombé. En bootstrap, c'est que comme personne ne nous demandait nos chiffres, eh ben, les chiffres, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient répertoriés. Et en fait, l'idée, c'était surtout d'avancer. Mais en fait, comme je m'étais restreinte en me disant « je ne dépense pas d'argent que je n'ai pas », ça ne posait pas vraiment de problème. C'est-à-dire que si j'en avais de l'argent sur le compte, on pouvait le dépenser. Donc, on était un peu dans cette logique-là. Mais aujourd'hui encore, là, voilà, à la taille qu'on a atteinte avec l'ensemble des objectifs qui s'offrent à nous pour les périodes à venir, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut
qu'on stabilise et du coup sur lequel on doit absolument porter beaucoup d'attention maintenant parce que ça n'a pas été fait avant. Très clair. Je pense que quand tu n'as pas beaucoup d'expérience entrepreneuriale, c'est toujours mieux le bootstrap. Parce qu'en fait, ça t'oblige à te poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise pour qu'elle puisse survivre, c'est-à-dire le cash. Et du coup, en fait, tu acceptes des opportunités et tu testes énormément de choses. Et en fait, c'est ton parcours d'apprentissage. Tu dois faire tous les postes, tous les métiers. Tu ne vas pas te dire, OK, bah, j'ai de l'argent, je vais me prendre un CFO, un CEO, etc. Alors que tu sais que tu n'as même pas, toi, expérimenté ses propres postes, que tu ne sais pas mettre les priorités parce que tu dis, j'ai du cash, donc du coup, je vais pouvoir bah, voilà, commencer déjà à engager et déléguer. Je trouve que c'est une mauvaise manière, en fait, d'appréhender l'entrepreneuriat, surtout si on n'a pas d'expérience. Quelqu'un qui a déjà monté 12 boîtes et puis qui dit, bon, bah, maintenant, j'ai besoin de 500 millions pour commencer quelque chose. Et il sait exactement ce qu'il va faire parce qu'il a eu cette expérience. Mais l'entrepreneur qui démarre et qui dit, j'ai une idée, est-ce que je vais aller chercher des investisseurs, je vais déjà commencer à me diluer. Donc ça, c'est une chose que je trouve que c'est pas super déjà, mais c'est pas la question. La question est vraiment sur le fait de créer ses compétences et de mettre en place ses priorités pour sa boîte. Enfin, moi, j'ai pas commencé au tout début en bootstrap parce que je dirais j'ai mis mon propre argent pour les premières boîtes que j'ai créées et puis je l'ai très mal dépensé cet argent. Donc je regrette d'avoir investi en moi-même au début voilà, pour mes premières boîtes. Pour tes frais de scolarité. C'est ça. J'ai monté une boîte, une plateforme SaaS qui mettait en relation des organisateurs d'événements et puis des artistes, où j'avais mis 200 000 francs sur 2 ans et demi avec mon travail qui était à côté. Mais j'étais dans l'optique de créer le produit parfait ou le rêve que je voulais comme toi avec Delab. Mais en fait, je ne pensais pas du tout en mode cash flow, comment je vais me payer, quel salaire, etc. Et c'était les mauvaises questions que je me posais. Ouais. Donc j'aurais dû démarrer avec 0 et dire, OK, je dois mettre 1 franc dans mon site internet, comment je fais pour gagner 1 franc aujourd'hui? Voilà. Ouais, complètement. Je ne sais pas si toi, tu as vécu la même chose. 100%. 100%. Moi, je partais vraiment en dessous de 0 également. Donc, je devais step by step, justement, aller chercher les résultats. Et c'était pareil, quoi. Vu que j'avais pas un sou, c'était vite vu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai bossé pendant 1 an et demi sur 3 jobs, ne serait-ce que pour pouvoir créer mon entreprise. Et lorsque j'ai créé mon entreprise, c'est le fameux compte de consignation des 20 000 francs. Ouais. Moi, j'y connaissais rien du tout. Je pensais que c'était illégal de se servir de ces 20 000 francs. Donc, je pensais que j'avais même pas le droit de les utiliser, tu vois. C'est d'un coup, j'ai vu que mon compte, un jour, il est passé à 19 900 francs. Je me suis dit, mais en fait, il va rien se passer, du coup, si ça descend en dessous de 20 000. Donc, j'ai commencé à utiliser une petite partie de ça pour pouvoir accélérer la croissance. Et puis là, ça a décollé parce que j'ai eu 2, 3, 4, 5 clients rapidement. Mais ouais, je pense que c'est capital. Et tu vois, un truc que j'ai su acquérir au fil du temps parce que je n'avais pas le choix, peut-être tu as acquis également au fil du temps parce que tu n'avais pas le choix, c'est finalement ces compétences que tu évoquais au fur et à mesure, compréhension financière, gestion des équipes, management, etc., que tu as évoqué tout à l'heure. Mais cette lucidité, justement, dont tu as fait référence, peu d'entrepreneurs parfois l'ont. Ils ont de la difficulté à estimer les compétences, le niveau de maîtrise qu'ils ont sur certains sujets, etc. Et ça va les pousser, sans s'en rendre compte, à faire des erreurs. Toi, cette lucidité, tu l'as eue spontanément dès le début, inconsciemment, ou il y a des épreuves au fur et à mesure des semaines, des mois ou des années de l'expérience entrepreneuriale que tu as vécue, qui t'ont rappelé et qui t'ont dit ah, Fleur, là, attention, on est face à un obstacle où je ne sais pas comment y faire face. Peut-être que c'est mieux de reculer pour pouvoir mieux sauter après derrière. Non, pas du tout. Ok. Ça a plutôt été continu. Il n'y a jamais eu de remise en question. Il n'y a jamais eu de... C'est un long fleuve tranquille. Exactement. Ok. Waouh, Ouais. c'est hyper rare. Ouais. Tu as une conviction sur ta vision qui est dès le départ hyper forte. Oui. Waouh. Et tout s'est passé très simplement. Très simplement, avec beaucoup de joie. Des équipes dont je suis toujours très proche. On a fait ça ensemble. Je pense qu'il y a une raison à ça, c'est qu'on n'était pas du tout attendus. Il y avait très peu d'attentes. C'était une période différente. On n'était pas du tout sur un entrepreneur star.
comme il peut y avoir aujourd'hui, comme il peut y avoir des attentes par rapport aussi à son réseau. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait même presque plus difficile pour moi de dire, si ce n'était pas le cas, je me lance dans l'entrepreneuriat. Parce que ça veut peut-être dire qu'on peut y arriver. Je ne sais pas, ça veut dire quelque chose de différent. C'est comme je veux réussir dans la chanson. Ou, je pense que les chanteurs, dans un premier temps, voilà, on ne peut pas tout d'un coup faire un switch de carrière. Moi, c'était très simple parce que j'étais étudiante, j'avais jamais travaillé nulle part. J'avais expliqué que je voulais créer ma société, mais j'étais prise au sérieux par personne. En vrai, même dans mon entourage proche, je pense que, à part ma mère et ma sœur, qui ont toujours été très supportives et qui ont partagé, qui voyaient très bien où je voulais aller, etc. Je pense que les gens pensaient que je jouais à la marchande. C'était très réducteur. Donc après, je ne sais pas si on peut le lier au fait que j'avais pas d'expérience, que j'avais pas de fonds, que j'avais pas d'équipe, que j'étais une fille. Je sais sais pas exactement à quel moment les gens m'ont pas du tout prise au sérieux, mais en fait, ça m'a donné beaucoup de tranquillité. Donc c'était moi avec mon équipe, parce qu'on était quand même nous, avec notre marché en face. Et pas de pression parce que personne ne vous regardait. Exactement. Ouais. Il fallait juste au début il y a eu les 3 années de départ sans se payer, qui étaient très difficiles personnellement, parce que pas d'argent, donc sur un autre registre, mais pas de pression. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et ça peut paraître anodin aujourd'hui, presque anecdotique, mais les 3 premières années où finalement tu ne te payes pas, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui fait que tu gardes cette conviction, cette énergie, malgré le fait que, j'imagine, tu essayes, tu itères, tu partages des messages, tu communiques, tu crées des nouveaux produits, mais tu restes là et jusqu'à ce déclic en 2012? Je pense qu'en fait, je me suis jamais posé la question d'arrêter ou pas. Jamais, parce que de toute façon, j'étais pas allée au bout de ce que je pouvais faire. Comme j'apprenais, tous les jours j'apprenais, donc j'apprenais à faire une société. Donc en fait, je pouvais pas me dire que j'avais raté puisque dans ma tête, j'avais pas encore appris. J'avais pas encore trouvé comment faire, donc j'essayais juste d'aller plus vite pour apprendre plus vite en fait. Donc c'était un état d'esprit qui était voilà, assez différent. Il y a jamais eu de non. Je me souviens une fois, peut-être au bout d'1 an ou 2, mon père m'avait invitée à déjeuner et m'avait dit: «Écoute, Delab, c'est de la merde. Maintenant, il faut arrêter et je vais te donner un vrai métier». Et tu vois, j'aime bien ce moment-là parce qu'en fait, à aucun moment je me suis dit: «Oui, je suis trop nulle, j'y arriverai pas». Enfin, je me suis dit: «Mais je ne te permets pas de me juger». Attention, c'est mes clients qui me jugent. J'ai des clients aujourd'hui, ils achètent mon produit, ça n'a rien à voir avec de la merde. Enfin, genre, j'ai un produit qui est merveilleux, etc. Et en fait, même à ce moment-là, où je pense que ça aurait pu être un coup de massue, j'ai même pas vu où était le sujet. C'est-à-dire que, en fait, personne n'avait le droit de me juger parce que j'étais une petite personne dans mon coin en train d'apprendre quelque chose de très grand, complètement alignée avec ma route et mon chemin, qui était à 50 ans, d'avoir une société internationale de nutri-cosmétiques basée sur une R&D forte. Donc, Est-ce que tu es sortie de ce rendez-vous neutre ou motivée? J'étais très en colère. Ah, Et tu as utilisé cette colère pour nourrir cette motivation? Exactement. Ouais. donc motivée. Exactement. Et peut-être que là, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on gagne de l'argent. Parce que là, en tout cas, la perception que nous donnons n'est pas la bonne. Ouais, non, j'ai été en colère. C'est-à-dire que j'ai jamais imaginé baisser les bras. OK. Et est-ce que justement cette prise de recul, cette hauteur finalement que tu as sur même le regard des autres, là en l'occurrence quand même quelqu'un de proche de toi qui va porter un jugement du coup sur l'évolution et les choses que tu mets en place, tu penses que tu avais ce recul parce qu'aussi on était à une autre génération peut-être? Parce que moi là je vois aujourd'hui l'entrepreneuriat, ça fait tous plus d'une dizaine d'années qu'on est un peu dans cet écosystème. En plus, on voit ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. On partage des messages. Moi, j'essaie de véhiculer un message avec le déclic, qui est quand même un message d'espoir, de motivation positif, en disant aux gens l'entrepreneuriat, c'est merveilleux, mais attention, c'est pas simple, c'est pas rapide, c'est pas facile.
Pourtant, on voit beaucoup aussi sur les réseaux, juste la face visible de l'iceberg, tu claques des doigts, tu deviens millionnaire en 3 mois, alors qu'on sait que c'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup aussi de gens qui se comparent, malheureusement, et qui vont se mettre la pression, qui sont très talentueux, qui ont des projets extraordinaires, et qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, voire 1 an maximum, s'ils n'ont pas les résultats, ils vont abandonner. Lié aussi à la pression du regard des autres dans leur entourage, etc. Toi, j'ai l'impression que dès le départ, tu es complètement détaché de ça. Tu t'en fiches, tu as ta route, tu as ta vision, tu y vas. Est-ce qu'il y a un truc, il y a un élément qui fait que tu as ça en toi? Est-ce que c'est juste lié à ta personnalité ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait ça? Parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens qui nous écoutent et qui peut-être se font, entre guillemets, influencer ou en tout cas presque éteindre par leur entourage ou par leur environnement. C'est c'est très beau comme message et je trouve que c'est super tout ce que tu fais au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, je te suis, j'ai vu tout ce que tu dis, arrêtez de vous comparer. Euh, c'est très important d'arrêter de se comparer, d'arrêter de se mettre la pression. Je pense que l'époque d'aujourd'hui, effectivement, est plus compliquée à ce niveau-là. Il y a énormément aussi de contenu dédié aux entrepreneurs. Tous les bouquins, tous les conseils. Alors, je pense que voilà, quand on se dit: «Ah, je vais peut-être entreprendre», il y a tellement de conseils, de visions, de à faire, à ne pas faire, et cetera. Énormément de matériel disponible qui peut prendre un temps fou à emmagasiner, enregistrer, et cetera. Moi, je pars du principe qu'il faut, couper complètement avec le monde extérieur et que, être entrepreneur, plus ça va, plus je le vois alors, sans que ce soit du tout présomptueux, mais un peu comme être un artiste ou être un sportif dans une singularité de carrière-vie, personnalité, alignement, qui ne correspond pas à tout le monde effectivement, hem et qui, fait que, il y a à un moment une personnalité qui fait que c'est plus qu'une envie, c'est vraiment un besoin, un besoin. C'est-à-dire que moi, je suis pas à l'aise si jamais je suis pas en train de créer quelque chose que je vais avoir en tête, parce que j'ai des pulsions en fait. C'est limite une pulsion créatrice, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose que je souhaite et je ne pense plus qu'à ça. C'est-à-dire que je passe en mode œillère et voilà, on va faire l'usine, on va faire l'ingrédient, on va faire une musique avec les bruits de l'usine. Et là, voilà, c'est, ce serait merveilleux. Je contacte des personnes et on va venir enregistrer, faire de l'électro dans l'usine. Et voilà, mais parce qu'il va y avoir quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que je fais le comparatif avec un sportif ou un artiste. Et ça va avec une vie qui va devoir s'articuler autour de ça. Un sportif, je pense qu'on voit beaucoup la performance, l'entraînement, mais il y a aussi beaucoup de voyages. Comme les artistes, ils sont tout le temps sur la route. En fait, c'est des périodes à s'enfermer sur des créations suivies de périodes de tournée. Je me dis toujours, waouh, c'est tellement dur à gérer. C'est-à-dire que si on n'a pas que ça comme volonté, si jamais c'est plus qu'un désir ou une envie, enfin, pour arriver à combiner une vie privée avec ce géant qui habite, c'est énorme. Donc, je pense que la période a créé un entrepreneur visible, et je l'en remercie parce que c'est grâce à cette période que je suis là, à pouvoir expliquer mon histoire, etc. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir le faire. Mais avant tout, je pense qu'il y a une personne avec un projet et il faut qu'il n'y ait que ça dans l'esprit des entrepreneurs ou des personnes qui réfléchissent à se lancer. Parce qu'en fait, c'est comme quand on parle de la solitude de l'entrepreneur. Moi, je ne me suis jamais sentie seule. Parce qu'en fait, je ne suis pas entrepreneur pour rencontrer des entrepreneurs ou pour briller avec des entrepreneurs ou pour pitcher des trucs à mon équipe. En fait, je suis avec mon projet. Je suis complètement... Enfin, je ne suis pas toute seule. Je suis en train de faire quelque chose. Et peut-être que ça, c'est un cocon dans lequel, aujourd'hui, on peut recommander à ce que certaines personnes, si leur personnalité va avec ça, se réenferment. En tout cas, c'est ce qui m'avait porté, facilité par une époque où il n'y avait pas de contenu, pas de mise en avant, où, quand je me suis lancée, tout le monde me demandait de trouver un vrai travail. Les gens ne disaient pas « Ah, tu vas être riche ». Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a une pression à ça aussi, à l'accès à l'argent, etc. Alors que entrepreneur, d'ailleurs, pour moi, ça aurait pu être avoir une grosse boutique, un restaurant, voilà.
Je ne savais pas exactement où ça allait aller. Et donc, c'est le fait de s'enfermer, de se soustraire en tout cas à énormément d'informations pour se concentrer sur son produit, son marché, et de se fermer peut-être aussi à trop d'attentes. Alors, est-ce que ça veut dire entreprendre sans le dire? Pas forcément, mais je pense qu'on peut se tester. On peut peut-être se tester aussi pour voir, faire un projet, voir comment on s'y accroche. Moi, je pars toujours du principe que pour voir si ça va marcher, je me mets en condition. Je passe tout de suite à l'action, en fait, avant la phase de réflexion, en tout cas. Et c'est ce que j'explicite avec peut-être le fait de s'enfermer. C'est-à-dire que si on réfléchit trop, de toute façon, ça ne nous aide pas parce qu'un entrepreneur, il doit agir avant tout. Et en tout cas, c'est ma vision que quand on part du principe que c'est son marché, son seul juge, et ben, en fait, il va falloir commencer à vendre quelque chose pour voir comment ça va être pris. Donc cette discussion avec le marché, qui est la seule qui compte, eh bien, il faut la lancer le plus vite possible. Et peut-être qu'effectivement, au lieu d'écouter énormément de comment on fait pour ci et la structuration, alors qu'on n'a pas commencé à avoir une équipe de 5 personnes qui tiennent la route, je pense qu'il faut se concentrer sur le démarrage et l'accès au marché, la mise en condition, et que chacun puisse écouter aussi si ça continue de l'habiter ou s'il y a beaucoup trop de doutes, de questions. Très clair. Un autre sujet, c'est que ton déclic, tu l'as eu il n'y a pas si longtemps que ça également. Il y en a eu un grand qui a fait beaucoup de différence au niveau de ta façon de gérer la prise de risque. Tu nous le disais. Est-ce que tu peux nous le partager parce que je pense que ça va aussi avoir un impact réel dans la croissance et dans la suite de l'aventure. Oui, récemment, je me suis dit que ça y est, j'étais prête à emmener l'entreprise de 10 millions d'euros à 100. Techniquement. Je me suis donné une limite qui était, voilà, on voudrait avoir 5 ans, 4-5 ans, normalement, sur le plan, pour passer de 10 à 30, et ensuite l'amener à 100. C'est des déclics qui sont... Enfin, je ne sais pas si c'est un moment, en tout cas, sur cette période à venir, mais j'ai senti qu'il fallait que je partage cette vision, justement, comme on disait. C'était joli tant quand tu disais le bâtiment, c'est aussi une manière de montrer aux autres ce qu'on a à l'intérieur de soi, en fait. Et c'était très joli parce que cette usine, les gens, ils ne voyaient pas, moi, quand je la travaillais. Ils ne voyaient pas du tout. Dès là, quand je l'expliquais, les gens... Et en fait, ils ont vu l'usine et ils ont compris, je crois. Ils ont compris l'ambition que j'avais, ils ont compris. Et cette ambition, quand elle est arrivée, quand elle a été matérialisée, quand les gens se sont promenés dedans, eh bien, je me suis dit aussi que je devais lui donner... je devais créer les étapes d'après. Peut-être qu'il y a eu ça, j'ai eu un déclic pour me payer. Il n'y a pas eu vraiment de déclic entrepreneurial, peut-être un déclic pour me payer, un déclic après pour créer l'usine. C'était un moment où j'avais vraiment envie de concret, d'un nouveau projet, de me lancer sur quelque chose qui était très fort émotionnellement pour moi. Et puis après, quand on a eu l'usine, il y a toute une partie où il faut faire fonctionner l'usine. Et il y a le après. Et le après, eh bien, je pense que c'est... j'ai un peu erré pendant quelques mois à me dire l'usine, est-ce que le après, c'est une deuxième... C'est quoi le après? On va lever... Alors, à un moment, je me disais, ah oui, c'est une période qui vient avec tous les gens, une fois qu'on a une belle usine, etc., qui veulent racheter votre boîte. Donc, et là, on se dit, ah, et si j'avais des sous? Et si, qu'est-ce que je ferais? Et là, on commence à se dire, et si, et si, et si, et ça, c'est un peu une période d'errance pour moi. Le et si, il est un peu difficile à vivre. Ça a duré combien de temps, cette période? Quelques mois, Ok. je pense, parce que je pense que le propre d'avancer pour peut-être une personnalité concrète comme la mienne, c'est d'avoir un plan. Et le et si, il est un peu compliqué. Donc, et si on levait des fonds pour partir monter des filiales ailleurs? Et si je faisais un petit cash-out? Et si on créait d'autres usines, d'autres projets? Et si on grandissait plus vite que prévu? Et si... voilà,
et si on crée des modèles très humains où on crée une énorme coopérative où tout le monde est associé, et si on fait un truc en fait. Et là, c'est quelque part pareil, peut-être le profil entrepreneurial qui se dit il va falloir que je crée un nouveau truc là très très vite. Et j'espère que ce ne sera pas voilà, trop décalé. Donc, il y a eu le déclic. Il est venu à un moment où j'ai échangé avec des entrepreneurs. Et c'est avec le Bootstrap Camp. Il y a un exercice où en fait on doit chacun parler de comment on se sent pendant 3 minutes, je crois, un peu en mode cercle de parole, sauf qu'on va avoir une réponse. Une réponse d'une personne qui ne doit pas juger, il ne doit porter aucun jugement de valeur, qui doit dire ce que ça lui a fait d'écouter ce qu'on lui a dit. Et j'ai trouvé cet exercice hyper intéressant. Et cette personne explique que j'avais bien l'air mal épaumée, en gros, qui s'est dit « Ouh là là, il y a vraiment un peu tout et son contraire dans le discours », alors que moi, j'étais en train de… Voilà, en fait, il y a des pitchs et en fait, le fait de verbaliser est extrêmement important. Donc, de verbaliser, quand on commence à verbaliser, on verbalise tout et son contraire. En 3 minutes, j'ai eu le temps de me contredire 7 fois. Voilà. Et donc, cette personne me rend en miroir le fait qu'il y avait beaucoup de choses très compliquées et me livre une réflexion qui est ça sera intéressant quand peut-être tu auras trouvé le plan, où je me demande quel va être le plan pour que tu ailles chercher ton nouvel objectif. Et là, je me suis rappelé, oui, en fait, il me faut un plan. Il me faut un plan très clair. Et donc, c'est très facile de faire un plan. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être partagé et repris. À partir du moment où on sait où on va, c'est très facile d'y aller. Les périodes un peu d'errance, quand on cherche, je pense qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas forcément chercher en poussant différentes solutions, mais il faut se extraire de cette logique, peut-être aller chercher quel était déjà l'objectif, se recentrer sur l'objectif et refaire le plan qui permet d'y arriver. Et ça, c'est une solution qui est très concrète et qui, moi, à ce moment-là, m'a apporté l'un des derniers déclics en date. Je me suis dit, le plan, c'est la société de nutri-cosmétique mondiale avec une R&D extraordinaire. Donc, pour aller là, il faut que je puisse commencer à partager une vision. C'est une boîte à 100 millions. Là, on en fait 10. Il nous reste un chemin extraordinaire à parcourir avec plein d'étapes nouvelles, de choses que je n'ai jamais faites. Et j'adore ça. Et je me suis dit, OK, donc, comment on va découper ? Déjà, là, je me suis refait la vision aussi que d'arriver à 10 millions et de passer de 10 à 30, c'était une étape qui était assez chouette, je pense, parce qu'il faut tout refaire. J'ai l'impression. Et en parlant aussi avec des entrepreneurs, une personne m'avait dit, en fait, tant qu'on ne change pas l'idée de la PME, qui fait qu'on est de 0 à 10 millions, entre guillemets, enfin, il y a sûrement pas mal de… Je parle sous votre contrôle aussi, hein, mais c'est en tout cas peut-être une vision possible. De 0 à 10, on est sur un type de société qui, une fois qu'elle est arrivée à 10-15, fera ses 4 à 6% de croissance par an, classique et très bien quelque part, mais ce qui n'est pas forcément le plan que j'avais en tête. Pourquoi ? Parce que de 0 à 10-15, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à une demande, dans l'idée. J'ai un marché, j'ai un produit, je fais en sorte de vendre mon produit à mon marché. C'est dans ce sens-là où on est… moi, j'ai pu faire des choses qui n'ont pas forcément suivi derrière, mais comme à un moment, j'ai développé plusieurs marques. On avait la marque Delab, et en 2012, il y a eu Claude qui est assez singulier de par le fait qu'il avait un objectif très précis. Et en 2018, j'ai développé une autre marque, 2019, 2020. C'était l'époque où l'accès aux communautés était bien différent d'aujourd'hui, donc où c'était possible. Mais ça venait, à la base, ces marques-là, d'une volonté de ma part de ne perdre aucun marché. Ça me rendait folle de sortir d'un rendez-vous et de savoir que j'avais pu ne pas convaincre parce que mon produit ne convenait pas. Je me souviens, je me suis fait une semaine
de monomaniaquerie parce que j'étais allée voir Mademoiselle Bio qui m'avait dit, écoutez, enfin, vos produits ne sont pas bio, voilà, on peut rien faire pour vous. J'étais pas partie, je partais pas du rendez-vous, je restais assise. Je suis restée 4 heures. C'était là, madame, maintenant il faut partir. Je partais pas, j'étais là, bah, je comprends pas pourquoi vous voulez mes produits, ils sont extraordinaires. Elle me disait, oui, mais ils sont pas bio. Mais je voulais pas. Je suis partie de là, je me suis dit, je vais monter une marque bio. Enfin, je refusais tout à fait de ne pas pouvoir servir un client. Ou alors, si un client me disait, bah, vos produits sont trop ci ou trop verts ou trop trucs, pas de problème, je vous en fais une autre marque. Et donc, j'ai pas mal été chercher des marques pour absolument pouvoir répondre à toutes les demandes qui se présentaient à moi. Ça a été vraiment pour moi la vision de ces 0 à 10 millions quelque part. On ne perd rien. On sert toutes les demandes, on fonce. Et puis, sur le fait de passer au-delà, pour passer sur un autre step, eh bien, on revient à la supply. Maintenant, si j'ai un gros client, je peux lui vendre, mais mon problème, ce n'est pas de lui vendre. Mon problème, c'est de le servir dans les délais, avec le service qu'il lui faut, de pouvoir l'accompagner pour que les équipes lui donnent une communication dédiée, des outils marketing, des lancements qui seront adaptés à ses besoins, un format nécessaire, que mon équipe ADV arrive à traiter ses commandes, que mon équipe de logistique arrive à réaliser dans le temps voulu les palettes sur le format voulu, à générer le bon lien avec le transporteur, que l'ensemble de ma chaîne soit complètement dédié à notre manière de travailler ensemble. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec le fait de servir tout le monde. Il faut justement passer complètement sur un autre modèle où on ne sert plus tout le monde. Parce que si jamais je traite de la même façon une demande d'un petit client, entre guillemets, il n'y a pas de petit client en soi, mais d'un client qui va vouloir prendre quelques références et les vouloir aussi tout de suite et avoir un vrai service, et il a tout à fait raison de le demander, eh bien, ça veut dire que moi, je dois dupliquer quoi ? Dupliquer complètement mes équipes ? Avoir un service administration des ventes qui fasse qu'une catégorie de clients et un autre qui fasse que d'autres. Donc en fait, j'additionne des sociétés sur les sociétés. C'est pas possible. C'est pas possible vraiment de se dire tout va fonctionner là-dessus. Et même l'usine là-dessus nous a aussi permis peut-être de concevoir ce point de pivot assez vite, parce que les produits qui sortent, ils sont pour qui ? C'est très concret, hein. On est en rupture. Les produits arrivent, qui est servi en premier ? Celui qui a commandé le plus tôt ? Celui qui avait préparé sa commande et prévu de la prendre ? Celui qui en a besoin tout de suite pour une raison stratégique de partenariat ? Celui qui a une opération qu'il a déjà mise en avant et qui va être trop mal s'il ne les a pas ? Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut concrètement ranger les catégories de clients qu'on va choisir, et en fonction de qui, on va réorganiser toutes les chaînes de communication dans l'équipe. Et c'est ce qui a amené un peu notre logique de structuration. Cette structuration, elle est nécessaire, et c'est cette structuration qui va nous permettre, en fait, quelque part, d'avoir choisi certains clients, des clients qui nous permettent de travailler notre démarrage international quelque part, des clients qui vont aller nous permettre de choisir les 30 millions, de les atteindre. Et du coup, ça a été un peu un déclic là-dessus, de se dire OK, tout ce qu'on a fait, c'est fini. Maintenant, on passe sur une nouvelle société. Et ça, c'est trop cool. Les équipes, pardon, mes équipes, sachez que voilà, on est toujours en mouvement à chaque fois. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous inventer ? Mais on refait un mouvement, mais je pense que voilà, il faut qu'on réapprenne tous ensemble une toute nouvelle organisation, toute nouvelle entreprise. Et ça a été un déclic assez chouette qui a été lié avec un peu une période d'errance de ma part en termes de plan. Et là, le plan, il est très clair aujourd'hui. Il est très clair pour aller chercher 30 millions dans 5 ans. Et du coup, il y a toute cette organisation qui devient un sujet organisationnel, stratégique, hyper intéressant à pouvoir mener chez nous. Tu parles beaucoup de tes équipes, en l'occurrence ici. Vous êtes aujourd'hui 70 collaborateurs. Comment c'est structuré ? Comment tu les as recrutés ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis le début ? C'est intéressant d'en savoir plus là-dessus. On a des personnes qui sont là depuis le début. On travaille avec Sabrina, qui était la première salariée,
voilà, s'occupe toujours de tout notre réseau. Sabrina et Sarah, c'était des personnes qui sont rentrées assez tôt et pour lesquelles on a créé un statut un peu spécial aujourd'hui, qui est le statut d'expert dans l'équipe, de façon à ce qu'elles puissent gérer un peu des projets transverses et porter les valeurs de la marque, nos ambitions, etc. Parce que justement, quand on commence avec une équipe où chacun a un périmètre très large, quand on était 5, on avait tous un périmètre très large, parce qu'on faisait à peu près la même chose en termes de réponse aux demandes de nos partenaires, clients dans les échanges quotidiens. C'était à peu près les mêmes. Eh bien, ce qui est difficile en tout cas, c'est de pouvoir garder un spectre large pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Donc, on a créé un peu des métiers transverses. Je travaille avec Juliette depuis presque 9 ans, qui est devenue notre responsable, enfin directrice des opérations. Peut-être bientôt Chief of Staff, si on recrute quelqu'un d'autre aux opérations et qui a vraiment porté cette vision de la structuration. Il y a des personnes qui sont arrivées au fur et à mesure, c'est une fierté d'être avec des gens qui restent longtemps. C'est un challenge aussi parce que sur une société qui bouge autant, il faut pouvoir bien faire évoluer et travailler des périmètres pour que les personnes restent dans le confort et ne soient pas sans arrêt re-challengées sous prétexte qu'on a changé d'avis ou autre. Et puis ensuite, on a beaucoup de pôles opérationnels. On a 17 pôles opérationnels avec des responsables opérationnels dans notre structure d'entreprise qui sont véritablement les personnes qui prennent les décisions du quotidien et qui visent à avoir un maximum d'autonomie et d'indépendance. Je pars du principe que c'est très compliqué, je pense, pour un collaborateur et pour un individu de se dire voilà, je vais être jugé sur mon travail quand ce n'est pas très clair ce qu'on attendait et quels étaient les moyens mis à disposition, etc. Se retrouver face à quelqu'un et devoir lui dire ton travail c'était moyen bien ou c'était ok mais peut mieux faire, c'était un peu mon angoisse de ne jamais vouloir arriver à porter au final, même si on ne le souhaite pas forcément, un jugement de valeur sur une personne qui n'est même pas hyper fondée. C'est pire que rien, c'est mauvais. C'est mauvais par rapport à l'humain qu'on a en face de nous, c'est mauvais par rapport à la stratégie de performance globale, c'est mauvais pour les équipes. Donc, il y avait toujours cette idée de on veut donner énormément d'autonomie à chaque personne. Et pour cela, dans l'idée de la structuration, on a recréé des fiches de poste, recréé des fiches de compétences, des liens entre les différents pôles, des objectifs, des moyens mis à disposition. Et bon, là, on essaye de faire ensuite remonter les KPI et les utilisations des budgets, etc. derrière. Mais on est vraiment parti en essayant de donner une fiche assez complète, prête à l'emploi, pour que les personnes puissent être assez autonomes et libres. On est un peu dans cette logique de liberté. Et dans notre structuration sur l'humain, on a voulu donner pas mal d'indépendance. Aussi dans l'organisation de son emploi du temps, de ses congés, de son télétravail, etc. Et là-dessus, pareil, pour éviter de devoir juger, on a mis en place en fait un triptyque de valeurs fondatrices qui sont individualisation, individualité, cohérence et conscience professionnelle. Donc en fait, on se dit, on doit accepter, on accepte que chaque collaborateur est un individu, que sa vie professionnelle est une toute petite partie de sa vie par rapport à tout ce qui gravite autour et que du coup, on ne veut pas lui imposer une manière de faire, de fonctionner, de se projeter, et on ne veut pas figer une vie professionnelle autour de laquelle ils doivent s'organiser. Parce que quelqu'un qui vit son individualité et sa vie globale et arrive à tout concilier est, selon moi, beaucoup plus stable et beaucoup plus dans la possibilité de prendre ses propres décisions. C'est plus agréable. Donc, on est parti sur le fait que tout le monde peut tout faire, à condition qu'il y ait de la cohérence par rapport à son métier. Par exemple, le département événementiel ne peut pas se mettre en télétravail pour les événements. Enfin, on demande de la cohérence par rapport à ses missions
et de la conscience professionnelle qui revient à dire je ne fais pas porter aux autres personnes de l'équipe mes décisions personnelles et individuelles. Et finalement, ça marche assez bien parce que ça arrive à donner des réponses que chacun peut s'approprier sur tout un tas de sujets, une structuration et un passage à l'échelle, c'est aussi très RH. Il faut que les équipes soient prêtes, les équipes sentent où elles peuvent aller, ce que ça va changer pour elles, qu'on donne un cadre quand même, sans forcément arriver et calquer tout un tas de règles sur des règles. Donc ça, c'est ça un peu dont j'avais peur, en se disant, bon, bah, maintenant, il va falloir donner un cadre et il va falloir accueillir de nouveaux collaborateurs qui demandent comment ça se passe pour tel cas, tel cas. Et plutôt que d'avoir un service RH qui allait dire voici la liste des 72 règles que nous vous mettons en place, etc. Bon, on est obligé de le faire sur toute une partie au niveau du légal aussi. Hein. Mais c'était l'idée un peu d'avoir une fiche directionnelle, une grille de lecture pour que chacun puisse avoir le même prisme en tête. Très clair. Lorsque je t'écoute, du coup, je vois deux choses, notamment, d'une part, la partie KPI très concrète, performance, vision, ok, on est à 10, on va aller à 30, puis à 100, etc. Et d'autre part, au niveau notamment des équipes, beaucoup plus de lâcher prise, de flexibilité, tout en ayant de la cohérence, etc., mais aussi du feeling, de l'humain. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ces deux éléments lorsque tu vas t'adresser aux équipes pour faire en sorte que, d'une part, ils aient conscience de vous êtes indépendant, vous pouvez faire, entre guillemets, ce que vous voulez pour reprendre tes termes, mais attention, on a des objectifs très clairs, on sait où on va, et il faut être performant, il faut tenir les objectifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Si oui, comment? Je sais que c'est quelque chose qui intéressera nos auditeurs. Je me suis rendu compte que pour arriver à avancer tous ensemble, déjà je pense que c'est pas du tout même lié, je vois pas tellement de relation entre un cadre très ferme et des objectifs très précis. Pour moi, c'est pas forcément lié. On peut avoir des objectifs pas clairs et un cadre serré. Enfin, je pense que c'est deux choses que je vis comme deux facettes d'une organisation et que sous couvert de philosophie ou de culture d'entreprise, etc., on peut tout à fait le réaliser. Au niveau de ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on pouvait donner peu d'objectifs à chaque pôle ou à chaque personne. En fait, il ne faut pas en donner beaucoup. C'est pourquoi une structuration, c'est très important pour se dire, OK, il faut qu'on soit extrêmement clair. Et là, nouveau métier que je suis en train d'apprendre, qui est finalement celui de directeur général, parce que je ne l'ai jamais vraiment été jusqu'ici, puisque je faisais un peu de tout. Donc, je suis en train d'apprendre ce métier et de me dire, si je suis très claire, si j'arrive à découper les objectifs très précisément et à m'assurer que les moyens qui sont mis à disposition et que l'organisation, eh bien, dans un délai, que le délai est bon, eh bien, ça va fonctionner. Et c'est en essayant de donner cette lisibilité-là, je pense, et en découpant et en ayant peu d'objectifs qu'on distribue à tout le monde. Et pour moi, il faut que les personnes aient tous des objectifs communs. C'est-à-dire que les objectifs, au début, j'aimais bien donner des objectifs un peu concrets et précis, très différents d'un pôle à un autre. Et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les personnes d'un pôle ont besoin des autres pôles pour avancer et réaliser leurs projets. Sauf que si les autres pôles n'ont pas le même objectif, on va faire une réunion, ils vont dire oui, oui. Mais eux vont servir leurs propres objectifs et c'est bien normal. Donc en fait, il faut absolument que les objectifs soient très alignés, très clairs et qu'il n'y en ait pas beaucoup. Alors là, ça a peut-être l'air facile. On est en cours d'apprentissage. Ouais. Non, mais c'est très clair, c'est très clair. L'ayant vécu, okay. J'imagine toi aussi. Moi, je pense que ça, c'est un des challenges les plus difficiles et puis ça finit jamais. En fait, déjà ta vision, elle fait que de s'itérer. Là, tu l'as dit tout à l'heure, au début, 0 à 10 millions, ça n'a rien à voir de 10 millions à 100 millions parce que, en fait, tu changes de boîte, tu transformes ta société entièrement. Et c'est ce que tu as fait, toi. Ce qui m'intéresse énormément. En fait, voilà, tout le monde le fait à plusieurs étapes. Selon l'industrie, je pense, peut-être qu'il y a des industries où ce sera de 0 à 1 million, c'est un type de boîte, et de 1 à 10, là, ou 1 à 5, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ce que je remarque, moi, dans les boîtes qui cartonnent, c'est la capacité des entrepreneuses comme toi qui arrivent à un moment à se dire OK, je dois transformer ma boîte et je me mets une ambition qui me motive pour passer vraiment à l'action.
Et ce déclic, comme tu l'as dit, bah moi je trouve que c'est très représentatif parce qu'il y a beaucoup d'artisans ou de petites boîtes qui restent à une taille humaine pendant 30 ans. Et la différence entre ces boîtes-là et celles vraiment qui arrivent à 1 milliard, c'est qu'à un moment, l'entrepreneur il se dit « Non, je ne me vois pas faire 3 autres usines comme ça ne me motive pas, ou bien de faire un exit, etc. Non, ce que je veux, c'est faire un truc impossible. » Et te fixe un objectif impossible. Et là, en fait, ta vision, qui est beaucoup plus long-termiste, bah, change l'intégralité de tes objectifs, de tes missions, de ta vision, de tes KPI. Et en fait, ça redrive l'équipe. Pas beaucoup peuvent suivre parce que beaucoup restent encore n'ont pas évolué comme tu as évolué. Et du coup, c'est assez rare d'avoir, quand tu démarres une boîte de zéro, des anciens collaborateurs qui restent parce qu'ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu forcément et le struggle que tu as eu. Et puis ils ont pas réussi à évoluer avec l'entreprise, donc il en reste peu. Mais ceux qui restent, ils ont des soft skills qui sont incroyables. Voilà. Et ouais, donc du coup ça, je trouve assez fascinant, le fait de se remettre en question continuellement. Et puis je pense que quand tu seras à 30 millions, tu diras non, 100 millions, non, je veux 300 millions ou 500 millions. Ça ne va jamais s'arrêter parce que ça ne va plus te motiver, 100 millions. Tu vas te dire, ah, je vais faire que x3, c'est pas assez ambitieux. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, cette vision. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, ça s'apparente à un artiste qui a fait un disque d'or et il dit, non, je veux changer de style. Oui. Ou un sportif d'élite qui est dans la performance, qui dit « Ah, bah voilà, je suis dans la NBA, maintenant je veux gagner, je veux être le meilleur player du monde. » Et puis c'est ça qui nous drive et qui nous motive. Et sans ça, en fait, on arrêterait. Voilà, c'est du challenge d'entrepreneuriat. Ouais. Ça, je trouve assez fascinant. Et puis par rapport à la partie, je dirais, recrutement, équipe, ça et formation de la vision, c'est tellement difficile. Parce que tes départements, tu me dis, tu en as 17, chacun fonctionne différemment entre l'usine et puis le marketing. Ce n'est pas du tout les mêmes métiers, le même mindset. Trouver des valeurs communes à tous, c'est hyper difficile. Et puis naturellement, l'être humain pense d'abord à ses intérêts ou à l'intérêt de son équipe ou à l'intérêt de son département avant de penser à la vision qui est hyper long-termiste, qui ne parle pas à tout le monde parce qu'ils ne voient pas concrètement ce que ça pourrait impacter dans leur vie au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile de clarifier la vision parce que tu ne sais pas jusqu'où tu dois aller. Est-ce que tu vas tu donnes une vision et puis tu donnes la granularité de comment tu vas y arriver, mais tu ne peux plus. Au bout d'un moment, ta boîte, elle est tellement grande que la seule chose sur laquelle tu dois capitaliser, c'est sur la confiance que tes équipes te donnent. Et puis au bout d'un moment, tu ne peux pas dire « voilà exactement comment on va arriver à notre objectif ». Tu ne peux plus parce que la formule devient tellement compliquée, les variables deviennent tellement grandes qu'au bout d'un moment, tu montres juste un bout du chemin et tu dis « pour le reste, faites-moi confiance » ou faisons-nous confiance plutôt. Et ça, c'est hyper dur à l'inculquer. Ça va dans la culture d'entreprise et c'est un flou que pas beaucoup d'entrepreneurs arrivent à combler avec le leadership. Et ça, en tout cas, tu es en plein dedans, mais je pense qu'on est tous dedans. Ouais, continuellement, puis on se remet en question à chaque fois, parce que comme tu le dis, j'imagine que pour toi aussi, tu arrives à 100 millions, tu vas à 200 millions, maintenant tu te dis, ah bah non, 1 milliard. C'est ça. Et puis après, c'est plus, etc. Après, c'est même plus une question de chiffres, c'est comme Elon Musk, mettre l'humanité dans l'espace. Ah, vraiment. Un autre sujet également qui peut être challengeant, c'est que tu as évoqué, tu as créé des marques au fur et à mesure. Même je trouvais assez drôle l'anecdote avec tu restes pendant 4 heures et tu te dis ok, je vais la créer, etc. Mais tu as aussi repris des marques, notamment Ocaran également, pour ne citer qu'elle. Comment ça se passe lorsque tu reprends une marque et que tu l'intègres après dans un groupe de marques? Alors, c'est très nouveau, puisque je viens, là, il y a 1 mois, de reprendre la marque Ocaran, qui est une très jolie marque de cosmétiques. Ça ne m'avait jamais tenté. Et puis, là, dans les nouvelles perspectives qu'on a un peu envisagées, dans le fait de se dire, voilà, on va tout refaire différemment,
Il y a aussi l'idée de commencer à constituer un groupe avec des partenariats. Je me pose pas mal de questions de comment est-ce que je vais partager le capital d'une chose ou d'une autre, comment est-ce que je peux créer des liens plus forts avec d'autres entités. En fait, aller à 100 millions, c'est effectivement un objectif qui est chiffré, mais le chiffre ne veut rien dire, hein. Enfin, on est bien d'accord, mais c'est faire beaucoup mieux. Et beaucoup mieux, j'ai pas du tout l'envie de le faire toute seule. C'est un beaucoup mieux qui va incorporer pas mal de personnes, j'ai envie de trouver des gens, de trouver des manières de travailler, sans mettre notre identité en risque quelque part, sans me précipiter, sans nous transformer trop, sans être dépendant tout d'un coup, parce qu'on a encore, pour aller sur les objectifs qui au final sont d'avoir un groupe de nutri-cosmétiques international avec des projets de R&D assez fous, je pense que on ne peut pas se dire je vais demander à quelqu'un de me financer, de suivre tous mes projets de R&D fous. Non, je pense qu'il faut que je garde peut-être un peu d'indépendance au moins pour les commencer ou les faire à côté. Les faire communiquer. Donc, il va y avoir maintenant aussi une sorte de structuration de groupe financière et avec des partenaires qui va être à réaliser dans l'idée d'avoir une étendue presque de création de filières, création de valeurs partagées, etc. Donc là-dessus, je commence à m'interroger. Et le rachat d'Ocaran, c'est beaucoup parce que j'adore sa fondatrice, qui s'appelle Laure Bouguin, qui est une personne très inspirante, très engagée, très novatrice, qui aime bousculer les codes. Et puis l'opportunité comme ça s'est retrouvée, puisque c'est une marque qui était en redressement judiciaire. Donc l'opportunité de se dire, on va recréer quelque chose, on va allier nos envies, on va pouvoir recréer potentiellement une gamme de compléments alimentaires avec des segments différents. Mais ça, je ne veux plus le faire moi comme je l'ai fait par le passé, parce que c'est plus l'idée d'avoir plusieurs petites marques qu'on a du mal à nourrir. Enfin, c'est vraiment de pouvoir s'associer à des compétences, à des histoires différentes et de faire grandir. Donc là, il y a eu une opportunité. Du coup, je teste. Je commence à tester un petit peu ça. Je commence à tester le fait de discuter avec des personnes qui pourraient entrer au capital. Et je réfléchis pourquoi. Il faut qu'il y ait un sens. Il faut que ça s'inscrive dans le projet. Il faut que humainement... j'aime beaucoup rencontrer des gens qui m'inspirent et qui me poussent, et notamment quand les personnes font des choses un peu différemment. Je souhaite aussi m'entourer de personnes qui ont un peu de temps. Voilà, pour moi, c'est important d'arriver à se poser pour créer concrètement des choses ensemble. J'avais investi à la création d'une société de R&D il y a 4 ans, qui existe toujours, qui s'appelle Prédive, qui est une société géniale et qui est une plateforme de recherche et développement en innovation végétale, Prédive, qui est une société où finalement, c'est assez tech. Il y a un entrepôt dans lequel il y a des phytotrons, il y en a 12 aujourd'hui. Donc c'est comme des petites enceintes climatiques qui visent à faire non pas de la production indoor, mais de la R&D indoor. En gros, l'idée, c'est de se dire, au niveau des ingrédients, quelles sont les variétés, les parcours culturaux et les terres, les différents types de sols qui vont pousser le plus possible la concentration en molécules actives dans nos ingrédients. Parce qu'il y a énormément d'innovations à fournir au niveau du végétal. Moi, j'ai repris les cours l'année dernière. Je suis une petite partie du cursus ingénieur à Clermont-Ferrand, donc dans l'école agro. Et c'est VET AgroSup. Et cette logique de vraiment pouvoir travailler dès le démarrage l'innovation du végétal, ça m'a été inculqué aussi en rencontrant des entrepreneurs, puisqu'on est 4 à la base groupe à être co-actionnaires de Prédive, Pilège Industrie, qui font des compléments alimentaires, qui sont leaders en pharma sur tout ce qui va être microbiote, probiotiques, etc., qui sont installés sur le même naturopole que nous à Saint-Bonnet-de-Rochefort, donc qu'on connaît très bien, extrêmement inspirant et stimulant. GreenTech, Jean-Yves Berton, qui est une personne aussi très connue, très agréable, qui fourmille de projets. Et ce sont des personnes qui ont passé toute leur vie, ou presque, vraiment dans l'innovation du végétal.
et Anne Moulin de Dôme Pharma. Donc, on s'est retrouvés là. Moi, j'étais toute petite en plus en 2020. J'avais même pas l'usine. Ils ont été très accueillants parce qu'on a une association qui est basée vraiment sur la philosophie et les envies. Et rencontrer ces personnes m'a donné beaucoup de possibilités de me structurer dans ma tête sur les différentes associations que je pourrais avoir. Parce qu'au moment où justement on va chercher les 30 millions, c'est une formalité. Parce que maintenant j'ai un plan très clair pour y aller, enfin il n'y a plus de sujet. Mais le reste, cette société basée sur la R&D, etc., celle-ci, elle est hyper intéressante, ce projet-là, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à construire, à se dire, OK, comment on prend la R&D d'innovation dans le végétal pour la santé et la beauté. Et là, c'est vraiment très amusant de se dire par quoi on commence, comment on fait. Donc, leurs visions m'ont énormément apporté. Donc, voilà, il y a à la fois cette société de R&D pour répondre à ça, Ocaran, qui est une marque sur laquelle j'ai envie qu'on fasse des choses, mais plutôt en termes d'aventure humaine, d'échange, d'accès au marché. On a des marchés un peu nouveaux en tête qu'on pourrait adresser. Avoir d'autres marques, c'est aussi pour moi un moyen de pérenniser mes clients extérieurs au sein de l'usine, puisque ça, j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'on vise à être un groupe verticalisé, mais à être ouvert à toutes les étapes de nos processus, à avoir des clients externes et à leur partager la même expérience que celle qu'on s'accorde à nous-mêmes, à eux, puisqu'en fait, il y a énormément de choses à faire. En plus, si on va parler innovation du végétal, nutri-cosmétique, on a des missions qui nous dépassent évidemment. C'est-à-dire que toute l'innovation qu'on va trouver, oui, ça va servir de socle à nos produits, etc., mais ça va servir de socle à plein de produits, je l'espère. Et on veut maximiser aussi cette idée de la santé dans la beauté de l'intérieur dans le secteur d'une beauté globale. Et donc tout ça, voilà, c'est un groupe qui commence. Disons, c'est un peu une aventure qui commence. Et derrière, j'espère qu'on fera ce type de partenariat aussi beaucoup en aval, puisque là, on s'intéresse beaucoup à l'ingrédient. On commence l'extension de l'usine, ce pourquoi il faut qu'on ait un moment où il faut qu'on pérennise nos clients aussi. Donc, je trouve que d'investir au capital de société contre le fait aussi qu'on leur accorde un regard peut-être avec... alors, est-ce que c'est des sociétés qui auront plus d'attention que nos clients extérieurs? Non. Est-ce qu'on va mieux essayer de mettre en place des process durables avec elles? Oui. Mieux essayer de communiquer parce qu'en fait, dans la relation industrielle, il faut vraiment se comprendre, se connaître. Nous, pour bien faire, on a besoin de savoir certaines choses. On a besoin d'avoir une sorte d'écoute, on a besoin de pouvoir expliquer sur quel process machine on est hyper performant, de quoi on a besoin pour pouvoir avancer, de pouvoir nous engager pour produire limite en amont ou avoir des parties de produits, de rentrer des matières premières, même si notre client ne s'est pas engagé à les prendre. Il y a des relations vraiment à pouvoir mettre en place de façon à ce que ce soit assez fluide. Et puis après, ce sera les ingrédients. Donc croissance externe en plus de la croissance organique que vous avez déjà eue, qui se met en place progressivement. Exactement. Je ressens également dans ce que tu viens de nous partager une vraie volonté de contribuer non pas juste à la création, la mise en place de nouveaux process, de nouvelles découvertes pour vos produits, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie, qui est énorme et qui est encore plus grande. Une question autour de cette contribution qui ne touche pas uniquement ton industrie, mais finalement toutes les personnes qui veulent créer une marque. Quels seraient les différents conseils que tu pourrais partager à une personne qui peut-être, comme toi, en 2009, a de grands rêves, de grandes ambitions, veut créer une marque? Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, les coûts d'acquisition également ont changé, les barrières à l'entrée sont différentes. Oui. Il y a d'une part plus de facilité, mais d'autre part plus de complexité parce que plus de concurrence, un marché plus éduqué. Donc il y a pas mal de choses à prendre en considération. Mais là, comme ça, si tu devais partager quelques conseils à un ou une jeune entrepreneuse qui nous regarde, qui nous écoute, qui a pour objectif, rêve de créer une marque ou est en plein dans ce process, quels seraient ses conseils? De bien savoir ce qu'on veut. C'est très important de savoir ce qu'on veut, où on veut aller, comment de visualiser. Alors, je l'ai déjà dit, mais si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas l'avoir. Et si on n'a pas bien visualisé,
c'est très compliqué de pouvoir mettre en place un plan pour le faire. On arrive sur beaucoup d'insatisfaction aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des objectifs qui soient tout le long de la route. Et puis, il faut que la personne se mette très en alignement peut-être avec ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que créer une marque, c'est comme dire travailler dans la beauté. C'est très vaste. Créer une marque, quoi? C'est quoi l'objectif? C'est d'avoir beaucoup de retail, d'avoir des gens sur le terrain, du coup que son métier soit de gérer des gens, de gérer des visiteurs qui tournent en pharma, une force de vente, etc. Est-ce que c'est créer quelque chose qui est très conceptuel? Est-ce que c'est investir à mort sur une marque pour essayer de faire monter une mayonnaise et le vendre vite à un gros labo? Il faut absolument préciser ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut longtemps avoir un impact opérationnel? Est-ce qu'on adore gérer la R&D ou est-ce qu'on adore gérer la com? Et du coup, qu'est-ce qu'on voudra faire plus tard? Je pense que c'est ce qui est, c'est vraiment définir ce qu'on souhaite et ce qu'on veut faire chaque jour. Moi, j'aime bien les exercices de visualisation. Si vraiment parfois je ne sais pas choisir, c'est les exercices basiques très simples, hein, mais on ferme les yeux et on le fait en 2 fois. On invente vraiment un monde de comment ça se passerait si je choisissais ça. Et donc, moi, je refais le truc depuis le début. Hein. Donc, le matin, je me réveille, je fais ça, je fais ta. Et voilà le monde qui aurait été créé si jamais j'avais pris cette décision. Et après, je le refais si j'avais pris une autre décision. Et en fait, tout de suite, on sait laquelle on veut. Enfin, cet exercice, il est extrêmement simple parce qu'il y a un des 2 côtés qu'on finit pas d'ailleurs. Hein. Enfin, en quelques secondes, on dit non, je ne suis pas du tout à l'aise dans cet univers. Je n'ai pas du tout envie d'être cette personne, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Et du coup, je trouve qu'on arrive à bien se projeter et à s'aligner. C'est comme ça un peu que je parle de conseils pratiques pour l'alignement. Ok. Et comment tu vois l'évolution justement du marché de la création de marque, le marché du e-commerce également? Parce que j'imagine que vous vendez beaucoup aussi en ligne. Par rapport à ces dernières années. Également, comment vous faites votre acquisition? Plein de questions en une finalement, mais Ouais. tu parlais tout à l'heure de... Tu veux que je dise quelque chose de désagréable sur le secteur? Pas forcément, pas Parce que forcément. le secteur est difficile en ce moment, ouais. Ouais. Et en quoi il est difficile? Comment peut-être contrecarrer ces difficultés? Parce que voilà, on le sait, le but quand tu es entrepreneur, c'est faire face au challenge. Et du coup, trouver des solutions. Si la porte d'entrée est fermée, tu passes par la fenêtre est fermée, tu passes par la cheminée. Sinon, tu trouves une solution, tu passes par la trappe du chat, j'en sais rien. Mais c'est un peu pareil lorsque tu fais face à un challenge, à un enjeu. Donc, on a un tiers du chiffre d'affaires qui est fait en ligne sur notre propre site. On a commencé tout de suite, on a des clients qui sont extrêmement fidèles, donc on anime déjà une base et une communauté qui comprend notre manière de fonctionner, de présenter la gamme, les produits, les avantages, etc. On peut mieux faire sur 1000 aspects et voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'améliorer sur beaucoup de sujets. Pour moi, il est fondamental de limiter encore une fois les trous de la passoire avant d'acquérir du trafic. Le trafic aujourd'hui est cher, le trafic est compliqué. Et il faut absolument se dire qu'on veut convertir quelqu'un, donc parler de LTV, la lifetime value, se dire je ne peux plus forcément me rentabiliser sur un premier achat. En revanche, il va falloir du coup que je travaille vraiment mes processus de rétention, de fidélisation, d'augmentation du panier. Et en tant que marque, je trouve qu'on a des outils qui sont assez intéressants parce que versus un distributeur qui peut faire un peu du bundle mais qui va vite aller sur du service ou du prix, eh bien, nous, on peut créer des formats événementiels, des formats différents. En fait, il faut qu'on anime énormément. Il y a un côté où récemment, j'ai visité Yves Rocher parce que c'est l'un des groupes en beauté qui est extrêmement verticalisé. Ce pourquoi ils m'intéressent. Ils vont du champ comme ce qu'on souhaite faire et ce qu'on a commencé à faire, donc du champ véritablement, eux, jusqu'à la boutique physique en propre. Et ils ont des boutiques qui ne ressemblent pas à des boutiques de... Enfin, disons que leur gamme est assez représentative de ça. Ils ont quelques segments assez forts et derrière, il y a énormément de déclinaisons. Donc, pour moi, en fait, quand on rentre dans un site e-commerce de marque,
pour valoriser justement une relation long-termiste, étant donné que le trafic est très cher, il va falloir pouvoir proposer une expérience qui correspond un peu en visualisation à celle qu'on aurait dans une boutique de marque. Donc avec des produits spécifiques, avec pas forcément du service, parce que du service ces dernières années, le service sur un site web, il y en a eu, il est venu et pas mal reparti. Hein. Tout ce qui a été de pouvoir, les diagnostics, les chats, les services ont souvent été un peu déceptifs. Donc, je trouve que de passer par des présentations de lignes événementialisées et très déclinées est une bonne solution, en tout cas, pour pousser la rétention et derrière le réachat avec un bon CRM, forcément. C'est intéressant ce concept parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui peut-être viennent à nous en disant j'ai un problème de trafic. Ouais. Puis on se rend compte en creusant qu'ils n'ont pas un problème de trafic, mais qu'ils ont soit un problème de positionnement, soit un problème d'offre, ou soit, là, en l'occurrence, une des solutions que tu évoques, c'est la capacité à créer de la rétention, de la récurrence, de la valeur vie de ton prospect en lui faisant racheter, etc. Et autres. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que c'était plus facile à l'époque de, je ne sais plus le terme que tu as approprié, je crois, c'était entrer dans des communautés ou autre. C'était quoi concrètement? Vous utilisiez le marketing d'influence, par exemple, ou vous aviez d'autres canaux d'acquisition? Marketing d'influence, nous, on l'a très peu fait sur les réseaux et sur Meta parce que, justement, on ne dépensait pas à l'époque où c'était plus facile. Mais Parce que c'était justement pas le bon moment, au il y avait moment où des il n'y trous avait dans pas la le passoire. Cryptoptine, Ok. etc., c'était quand même plus simple de pouvoir se présenter à une personne et de pouvoir refaire un ciblage fréquent jusqu'à ce qu'il y ait voilà, une relation qui soit créée. Aujourd'hui, c'est sûr que nous, en plus, on a un secteur qui est devenu très concurrentiel. Donc, notre cible reçoit beaucoup de messages, ce qui fait que, comme on n'a pas un produit non plus qui est de première nécessité, en tant que complément alimentaire à visée beauté. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a acheté chez quelqu'un, on a été potentiellement un peu déçu ou n'est pas fidélisé, n'est pas devenu un grand client de cette marque, va peut-être acheter ailleurs, mais il n'y aura pas 4-5 achats dans des marques différentes sur un produit. Enfin, c'est l'adhérence au produit qui va plutôt disparaître. Et du coup, il faut qu'on fasse assez attention, nous, pour se présenter et donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi aussi la qualité du produit et l'innovation végétale qu'on peut réaliser est si importante pour moi. C'est-à-dire que nous, on doit avoir un produit qui, en plus, ne donne pas énormément de plaisir d'utilisation. Nous, on vend des compléments alimentaires, ça veut dire des gélules, des poudres, voilà, en tout cas des éléments qu'on va consommer pour avoir un bénéfice. C'est même pas comme un parfum ou une crème qui est texturée, qui est parfumée, qui est rentrée dans les codes. C'est vraiment un produit complémentaire qui vise à être directement dans le résultat. C'est pourquoi on a toujours poussé la marque vers l'expertise, etc. Nous, on parle résultat. Et on a peu de possibilités d'agrandir notre cible. Donc, il faut qu'on y fasse extrêmement attention. Et voilà, pour revenir au fait qu'à un moment, c'était plus facile de se présenter et qu'on aurait peut-être dû appuyer un peu plus sur le champignon si on avait eu une boule de cristal pour voir que ce serait un peu plus difficile aujourd'hui. Mais c'est devenu quand même beaucoup plus difficile aujourd'hui pour une marque, même de faire de la micro-influence aujourd'hui avec l'obligation de déclarer même les cadeaux reçus, etc. pour les influenceurs. Ça devient compliqué de s'adresser à eux, de s'adresser à des messages. C'est compliqué aussi d'avoir de l'authenticité dans les témoignages. Il y avait le fait que les personnes qui scrollent demandaient un peu moins, je pense, mais ou sont en demande d'authenticité, mais l'authenticité ne permet pas forcément de porter des messages techniques. Donc voilà, il y a pas mal d'écueils aujourd'hui qui arrivent avec justement la grande présence des réseaux, de la toile, de ces liens qui sont dématérialisés. Ce pourquoi on repart aussi beaucoup sur de l'omnicanal et je trouve que ça fait beaucoup de bien à des produits comme les nôtres avec de l'événementiel, du relationnel réel, etc. Et tout ça, c'est plus cher. Je trouve que ça marche mieux et en revanche, c'est beaucoup plus coûteux à organiser, à déployer, à
à pouvoir préciser, etc. En tout cas, tu changes d'échelle, quoi. Le taux de rentabilité pour pouvoir Oui. derrière continuer est différent. Et justement, on parle beaucoup de lancement de nouveaux produits ou d'acquisition de marques. Ou lorsque tu lances un produit, tu vas aller chercher ton product market fit pour pouvoir valider l'hypothèse et puis le déployer. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez dû sortir du marché, vous avez sorti du marché délibérément, peut-être parce qu'ils ne plaisaient plus, peut-être parce que la tendance était passée, etc. Et qu'est-ce qui vient déterminer le fait que le produit est validé ou invalidé ou qu'il n'est plus le bon produit, le bon moment par rapport à son marché? Alors ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. En plus, aujourd'hui, en ayant notre propre usine, plutôt qu'à un moment, j'aurais peut-être pu imaginer que ça allait nous permettre d'avoir une super grande gamme, de pouvoir justement tester plein de choses. Non, avoir son usine, on rétrécit la gamme de façon à avoir Mieux voilà, maîtriser les process, plus de exactement. rentabilité. Exactement, plus de fluidité, de se concentrer au niveau des approvisionnements, enfin de concentrer vraiment le travail des équipes. Donc ce travail-là de concentration, on le réalise. Et tous les produits qui finalement ne sont pas stratégiques au niveau des messages que l'on veut véhiculer ou ne sont pas dans les ratios de vente attendus. Hein. On a des produits A, B, C, D. Les produits D, ils sont clairement en ballottage. Parce que même s'ils sont rentables, qu'ils sont présents, qu'ils ont leur audience, à un moment, si j'ai besoin de recréer des produits A, je vais forcément laisser en rupture un produit D. Et ça, c'est pas bon non plus. Parce qu'en fait, je le laisse tout le temps en rupture, du coup, mon produit D, puisque je suis tout le temps en train de reproduire des produits A, etc. Donc, je peux externaliser mon produit D, ça c'est quelque chose, enfin, sa fabrication, c'est quelque chose qu'on envisage aussi. Et il va falloir qu'on acquiert cette souplesse et ces méthodes de se dire on ne veut pas forcément s'en couper parce qu'il nous faut la boutique, il faut qu'on ait des produits événementialisés, etc. Donc, il faut qu'on vérifie justement et qu'on améliore tout ce qui va être au niveau supply là-dessus. Mais des produits qui sont rentables, qui sont super chouettes et qui sont, aujourd'hui on appelle ça mis en pause, parce que j'ai pas envie de les tuer, de les enlever, et des produits qui sont très bien. Donc ceux qui n'ont pas trouvé leur marché directement, on peut les mettre en pause. Parfois on les a lancés très tôt. Il y a peut-être 8 ans, on a lancé toute une gamme sur la déglycation, c'est-à-dire la décaramélisation des protéines à l'intérieur du corps. Parce que quand on parle anti-âge, on peut travailler sur les antioxydants, tout ce qui va être anti-radical libre et radicaux libres. On peut travailler sur le relâchement cutané, avec tout ce qui va être autour des rides, du coup des tissus, élasticité, fermeté. Et on peut travailler sur l'anti-glycation, puisque le sucre est le facteur numéro 1 qui fait vieillir plus vite nos cellules. Finalement, au-delà des facteurs extérieurs type soleil, tabac, pollution, c'est de l'intérieur que nous auto-détruisons le plus vite. Donc tout ce discours glycation, moi j'y croyais énormément, enfin je continue d'y croire. On a sorti une gamme là-dessus il y a 8 ans, flop. Enfin la glycation n'est pas sortie comme un incontournable de l'anti-âge dans les médias. Et aujourd'hui on n'a pas du tout la force de se battre seul sur ce type de sujet. Donc moi je pensais que ça allait venir, j'étais trop contente d'être un peu en avance, etc. Et puis c'est jamais venu par exemple. Donc, il y a des produits comme ça qu'on met un peu en pause en se disant ça reviendra, on a des super ingrédients, on a déjà de la connaissance. Donc, ça peut arriver. Puis après, il y a des produits qu'on peut reformuler pour améliorer la forme, le parfum. Voilà, il y a toujours tout un tas de sujets. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tout ce que tu dis par rapport à la R&D, au recherche et développement, par rapport aux nouveaux produits que tu ouvres, à la croissance externe, par rapport à justement comment créer une culture d'innovation en interne pour pouvoir justement atteindre des nouveaux paliers. C'est, même pour moi, hein, c'est quelque chose qui dans mon secteur, et c'est la même chose. Ça frémit de tous les côtés. Il y a des opportunités partout. On doit se dire non, ça, on fait plus. OK, on y va là, on y va là. On a une ambition d'arriver à X de CA ou autre. Mais ce qui est impressionnant dans ton discours, c'est que, où là je m'interroge, tu dis notre plan, mon plan est hyper clair. Alors que moi j'ai un objectif qui est ambitieux pour me motiver, mon plan n'est pas clair.
Ok. Je sais que je vais fonctionner par itération, je sais que je vais devoir créer une culture d'innovation, je sais que je vais devoir trouver les talents stars qui vont m'aider à pouvoir passer la boîte à un autre niveau. Mais ce n'est pas clair. Je reste très opportuniste encore sur ce que je veux faire. Je connais à peu près la direction, mais je suis loin d'avoir un plan qui est super clair. Et ta conviction que tu as depuis le début de dire « ma vision depuis le début, elle est inchangée, elle est hyper claire. Et là, maintenant, de 0 à 10, c'est bon. Maintenant, de 10 à 30, c'est hyper clair. » Je suis hyper impressionné. Donc, voilà, je me pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi un plan qui est clair? J'ai fait une liste de clients avec qui on va créer des relations extraordinaires. Le plan clair, par exemple, pour passer de 10 à 30. Et une liste de types de clients qu'on doit trouver dans différentes zones. Il y a des personnes dont c'est le travail de trouver les nouvelles personnes. Il y a des personnes dans l'équipe dont le travail, c'est d'accompagner et de faire grandir jusqu'au point attendu les clients actuels. Donc, c'est une croissance qui est orientée géographique. Géographique et par rapport à des différents partenariats. D'accord. Et sur des produits qui sont définis, qui sont spécifiques. Exactement, sur des lignes de produits qu'on a pré-identifiées et qu'on essaye de rationaliser. C'est-à-dire que chacun va avoir, on appelle ça une gamme socle. Donc, on avait une gamme socle qui était trop large et du coup, on passait trop de temps à retravailler aussi notre catalogue print, le plan, le secteur le service com, il devait parler de trop de produits, etc. Donc là, on a rationalisé quelque part une gamme socle. Il y a 18 produits, c'est ceux sur lesquels tout le monde sait qu'on doit avoir un maximum de témoignages, de photos après, de contenu, d'études, etc., de textes déclinés dans plusieurs langues, des packs avec les étuis déclinés en plusieurs langues. Donc là, c'est vraiment ceux sur lesquels les équipes market dev sont assez précisément dédiées. Et ensuite, ces produits-là, il va falloir qu'on sache exactement combien on va en produire. Donc, on a des personnes qui doivent faire le lien entre les gros clients qu'on veut servir au mieux et la prod et les appros quelque part pour organiser combien on va en faire d'avance. Si les clients ne se positionnent pas, parfois on prend le risque. Là, on arrive aussi sur l'idée du risque. Forcément, c'est clair, mais le plan comporte des risques. Et donc la partie qui est R&D, ouverture de nouveaux produits, ça c'est du bonus. Exactement. Exactement. C'est en dehors du plan. Ça, on sait qu'il va y avoir. Ça, c'est pour ta créativité entrepreneuriale, c'est pour te nourrir tes neurones tous les jours. Oui. Mais c'est bien de le souligner parce que finalement, ça veut dire que tout ce qui pourrait être sujet finalement à la temporalité qu'on ne maîtrise pas ou des variables chance entre guillemets, tu les as occultés par rapport à la mise en place du plan qui du coup mécaniquement, mathématiquement, si tu fais ça, il y a ça, s'il y a ça, il y a ça, s'il y a ça, il y a ça, et donc tu arrives à cet objectif de x3. Exactement, parce qu'en fait on sait qu'on doit aller choper X clients avec tel potentiel et derrière en fait, moi c'est beaucoup le web marketing qui m'a aidé à travailler comme ça. Quand tu sais combien tu veux te faire de chiffre d'affaires sur Internet, tu regardes combien d'argent il faut que tu mettes à la base, sur ton site de e-commerce. Donc tu te dis, voilà, on peut partir dans les deux sens, mais je veux un panier moyen de temps avec un trafic de temps et un taux de conversion de temps, ça me fait mécaniquement un chiffre d'affaires de temps. Et en fait, à chaque fois, on fait un peu varier les taux, le taux de conversion, le taux de réachat, le panier moyen. Très simplement, en faisant varier 4 ou 5 variables, on arrive à se dire, du coup, si j'investis tant pour avoir un client de cette taille, il y a 80% de chances que j'y arrive à le trouver. Et du coup, quand je dis voilà, le plan est clair, c'est-à-dire que mécaniquement, normalement, ça doit se produire. Après, je peux avoir plusieurs fois des paramètres qui ne fonctionnent pas comme prévu. Et là, on peut arriver dans un moment où on n'a pas forcément les filets. Un plan B qui sera mis en place sur le moment. Top. Fleur, merci pour cet échange. Merci beaucoup. J'ai adoré cet échange, ce moment. Merci Tanguy également. C'était vraiment un plaisir.
Merci à vous également qui êtes de plus en plus présents, de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai eu le plaisir à l'animer, bien faites-le nous savoir comme à chaque fois en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée, en mettant un avis sur Apple Podcast si vous nous écoutiez. Et puis si vous nous regardiez sur YouTube, mettez un petit commentaire, partagez cette vidéo et likez la vidéo, ça nous aide beaucoup. Fleur, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, le déclic qui a fait toute la différence chez toi, professionnellement, personnellement, peu importe, je dirais même une transformation identitaire que tu n'as pas partagée dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagée. Ça peut être une simple phrase, une situation, une frustration, quelque chose de positif, moins positif, une anecdote, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Un jour, je travaille, on a des bureaux à Paris. Moi j'habitais à Vichy à l'époque et on n'avait pas encore l'usine. J'ai quitté les bureaux à Paris et je suis allée prendre mon train. Il était en retard et j'ai pleuré. Le train avait 1 heure de retard et là, j'ai pleuré pendant 2 heures. Inarrêtable. Et je me suis dit, OK, il va falloir changer quelque chose. C'est-à-dire que j'étais arrivée, en fait, physiquement à un moment où il y avait une routine qui s'était emparée de moi, une routine qui commençait à m'angoisser. C'est-à-dire que de quitter un endroit pour aller prendre un train, pour rentrer quelque part, c'était le summum de mon angoisse, quelque part. Et si mon objectif était d'aller prendre un train et si j'arrivais à être déstabilisée, parce que le train était en retard, ce qui arrive tout le temps, c'était mon moment d'aller faire quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et qui allait me remplir de joie et d'énergie. Et ça fait partie des déclics qui m'ont poussée à construire l'usine. Merci Fleur.